Copains, copines, comment allez-vous? David Bocage de retour cette semaine pour un épisode de Dread sur le tape. On n'y échappe pas, le rhume d'hiver. D'ailleurs, j'ai encore plus perdu la voix parce que j'avais un spectacle au Petit Champlain, mon spectacle solo, le 20 novembre. Et je tiens à remercier tout le monde qui sont venus. Je sais qu'il y avait des gens de Dread sur le tape dans la salle. Il y a eu des posts de photos de la salle dans le groupe Je dors avec un casque Jofa. Donc, il y avait même des Jofa dans la salle. Et écoute, c'est pas compliqué. Il y a un moment donné, à la fin du spectacle, je lui ai demandé hey, comment vous me connaissez, tu sais, vu que je suis jamais à TVA. Puis il y a quelqu'un qui aurait crié, et je cite, « Le fantôme de Jerry Rochard! » Et c'est là que j'ai su que j'ai réussi dans la vie. Donc, je salue ce jeune homme, Kidar, à qui j'ai échangé après par médias sociaux. Écoute, je me suis trouvé dans une situation où je disais, est-ce que j'explique aux gens qui est Jerry Rochon ou je passe outre? Et c'était comme c'est soit qu'on prenait 20 minutes ou on enchaînait, mais le show achevait, j'étais mon Dieu, je vais y perdre. Mais en même temps, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur, là. Je veux juste que tu le saches, que vous sachiez tout ça. C'était pas que j'étais comme, d'ailleurs, j'étais vraiment comme, ah oui, c'est ça me fait rire, mais les gens sont comme, qui calisse? Quoi? Un homme vraiment autistiquement savant au niveau des affaires précises. En tout cas, bref. Mais, inquiétez-vous pas, vous allez entendre le fantôme de Jerry. Jerry, c'était une histoire, comment je pourrais dire, c'était un gros, c'était une bataille de ruelles qui avait entre Henri Richard qui avait volé une collection de Pog à Pete Mahovlich. Puis ça, c'était 102, peut-être 13 octobre, peut-être il faisait peut-être moins 3, moins 4 degrés, c'est sûr, c'était un temps assez doux. C'était quand même assez doux. C'était pas très froid. Je suis en train de le perdre vers la fin. J'ai plus de voix. Je vais le refaire quand je vais avoir de la voix. Mais oui, le fantôme de Jerry Rochon. Bref, merci à tout le monde qui se sont déplacés, fan ou pas dans ce tape, au Petit Champlain. Toujours une salle incroyable, le Petit Champlain à Québec. Une des salles préférées des humoristes. Puis bordel la semaine prochaine à Montréal. La semaine prochaine, au moment d'enregistrer ceci, parce que c'est en avance sur Patreon, mais ça va déjà être passé au moment de la diffusion. Si vous écoutez ceci sur Patreon, il reste littéralement, je pense, 2 ou 3 tables seulement au bordel. Donc, dépêchez-vous si vous voulez venir voir le spectacle. Merci également à tous ceux qui font des commentaires. Merci de nous donner des commentaires, de m'écrire par rapport à Dread sur le tape, des super commentaires, des épisodes que vous avez aimés, des trucs, des réflexions, whatever. Il y a beaucoup de discussions dans le groupe Jofa. J'adore ça. Ça se fait dans le respect. C'est beau et c'est rare ce qu'on a. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ceci, les nouvelles, le nouveau livre de Pierre Javet fait couler beaucoup d'encre. Et je sais pas s'il y en a qui le savent, mais il est venu, peut-être, en fait, je le dis pour ceux qui le savent pas, mais il est venu à Dread sur le tape, l'année passée, Pierre Gervais, et on a fait un super épisode avec lui, très sympathique monsieur, et plein de super anecdotes. Donc, si ça vous interpelle, allez écouter ça, vraiment, vraiment sympathique gaillard. J'ai rencontré l'invité d'aujourd'hui, monsieur Éric Gélina, l'été dernier. Éric, qui, pour ceux qui l'ont perdu de vue depuis la Ligue nationale, est rendu en Suisse et joue pour le SC Berne. Je salue s'il y a des gens qui nous écoutent de la Suisse, de l'Europe en général, de la France, peu importe. On a beaucoup d'amis européens qui nous écoutent. On vous salue, les copains. Allez, hop. Ouais, il joue pour le SC Berne en Ligue nationale A en Suisse. Lui qui a été des années en Suède pour Djurgården, Rögle et qui a bien sûr, c'est peut-être de là que vous le connaissez, joué dans la Ligue nationale de hockey, un total de 189 matchs, principalement avec les Devils du New Jersey, s'était fait connaître, également un peu avec l'Avalanche. Lui qui a également eu comme gérant M. Gilles Lupien, le regretté Gilles Lupien, qui est décédé depuis, mais qui était passé au podcast dans les tout premiers épisodes du podcast. C'était là dans les 5-6 premiers épisodes qui ont été diffusés et qui avait été, je pense, le premier épisode où je m'étais dit je pense qu'on a peut-être de quoi. Il y a peut-être de quoi avec ce podcast-là qui pourrait être le fun. Il y avait des zones très, très intéressantes qu'on a parlé avec ce monsieur-là, un gentle giant, comme on dit. Et je parle pas nécessairement du band Prog, du même nom, mais un monsieur de 6 pieds 6 qui est venu au podcast. On a parlé d'affaires extrêmement real avec Gilles Lupien. La création de l'association des joueurs, le métier d'agent. Puis Éric a eu comme agent Gilles et ils ont été en contact jusqu'à la toute fin, moment d'ailleurs très émotif du podcast. On va en parler avec Éric, mais s'il y en a ici qui ont découvert le podcast plus récemment, je vous invite peut-être à aller réécouter l'épisode avec Gilles Lupien après, qui est dans les 5-6 premiers et qui avait été un élément déclencheur pour moi dans le processus de créer le podcast. Pardon. Donc, voilà. On salue Gilles et merci
toi, ton héritage lives on, alors que certains de tes joueurs parlent encore de toi, évidemment, en bien, et l'impact positif que j'ai eu sur la vie d'Éric. Est-ce que, oui, j'allais dire la date, c'est ça, c'est le 21 juillet 2022 que j'ai rencontré Éric Gélina. Bon, là, j'avertis, j'ai réécouté un petit peu le début de l'épisode. Je commence avec un lapsus complètement involontaire et non prémédité, là, impliquant la liste où j'avertis. Tout ça, c'est pas prémédité, là. Je le dis parce que ça peut avoir l'air d'une joke, mauvaise joke, mal placée. Non, c'est vraiment moi qui m'enfarge dans mes mots. Et je le dis parce qu'en plus, en ce moment, l'actualité regorge d'humoristes qui sont dénoncés pour agression. Donc, c'est ça, là. Tout ça est un très fortuit et très bizarre, mais c'est un épisode qui date de juillet et c'est surtout pas prémédité parce que j'ai dit, ça fait longtemps que je veux te recevoir au podcast. T'étais au top de la liste. Là, ça sonnait comme si je parlais de la liste. Non, je dois dire de notre liste. Bref, vous allez comprendre, mais j'aime mieux le préciser au cas où il y a des quiproquos que ça passe pour genre de mauvaise joke. Non, zéro. Moi qui ai de la misère à m'exprimer en français. OK. Alors, je vous présente l'invité de cette semaine. Merci encore d'être des nôtres. Et le voilà. Monsieur Éric Gélina. Drette sur le tape avec David Bocage. Éric Gélina, c'est une chaude journée d'été, ça tombe bien. Tu as un bobli à la main. Éric, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes! C'est super, mon gars, je suis content de te recevoir. Ça faisait une couple d'années en plus que t'étais sur la liste. Ben, pas la liste dans ça. C'est parce qu'il y a une liste au Québec que là, je viens de réaliser, c'est un genre de... Bref, ça fait longtemps que je vais te recevoir, c'est ça que j'essaie de dire. C'était peut-être la pire manière de commencer les podcasts. Puis c'est parfait comme ça, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, on a un lien, on a un point en commun. L'autre jour, je t'ai croisé là, au after de Lip Sweater, puis on en a parlé, mais tu sais de quoi je parle, là, tu sais de qui je parle? Ouais, exact. Jay Crillon. Ben, Jay du Temple. C'est là que tu sais qu'il le connaît depuis plus que 6 ans. Quand tu dis Jay Quirion, ça veut dire que tu le connais depuis un certain temps. Ouais, je l'ai connu, j'avais 7 ans, je me trompe pas, dans les Vipers, équipe 3 d'été. Je sais pas si ça existe encore, cette équipe-là. Équipe 3 d'été, qui s'appelait les Vipers. Puis toi, dans le fond, c'est ça, c'était genre du hockey d'été, là, juste pour entre les saisons, c'est ça? Ouais. Mais dans le temps, c'était différent. Là. Je pense que là, ça a changé un peu. C'était vraiment mettons, on se montait des équipes pour faire des tournois. Là. Je pense que là, on aurait dit que le hockey mineur, peut-être je me trompe aussi, mais on dirait que le hockey mineur il se fait juste s'échelonner sur l'été au complet, puis tout le monde joue au hockey d'été à ce temps-là. Avant, c'était pas nécessairement tout le monde. Mais c'était dans les tout débuts du hockey d'été. C'est quoi ton souvenir de Jay du Temple Quirion, ou Jay Quirion, disons-le, comme joueur de hockey? Vous aviez quel âge, premièrement? Si ma mémoire est bonne, là, la première année j'ai joué avec, on avait 7 ans. Si je me trompe pas. 7 ans? Entre 7 et 10 ans. Il était moins populaire dans ce temps-là. il y avait pas la tignasse encore, il n'y avait pas les cheveux ou la barbe ou les cheveux bleachés ou il y avait vraiment les cheveux longs en fait. Ah ouais? Ben là ses attaches là, je pense là, mais dans le temps, c'était juste un long flot. En fait, il s'est coupé au Centre Bell début 2020 avec sa tournée, mais là, il a les cheveux bleachés de toutes les couleurs, mais je suis pas mal sûr qu'à 8-10 ans, il était pas encore dans le vernis à ongles, par exemple. Probablement pas. Est-ce que tu te souviens c'est quoi ton souvenir de Jay comme joueur de hockey? Tu te souviens-tu de... Tu sais, vous êtes il était pas mauvais. Ouais. Il était pas mauvais, c'était un bon joueur de hockey. Me semble qu'il s'était comme blessé de quoi de vraiment intense quand on était jeune, mais je pourrais pas te dire c'est quoi qu'il s'était blessé, mais genre briser le fémur, un enfant de même. Faudrait y demander à lui, là, mais il me semble qu'il s'était blessé sérieusement, puis ça avait comme changé un peu sa jeune carrière de hockeyeur. Ah! Ça devait pas être le fémur, parce que ça, c'est très intense, mais ça se peut-tu que c'était genre la clavicule ou
ou le tibia. Ben, je sais pas. Je me souviens pas c'était quoi. Là. Le tibia, ça aurait du sens. Ouais. Tu te souviens que c'était au bas du corps? Ouais. Blessure au bas du corps. Blessure au bas du corps. Génial. Puis est-ce que tu l'as revu comme dans les années ou comme parce que toi, tu es un gars de la Rive-Sud de Montréal, c'est ça? Ouais. J'ai grandi à Saint-Jean. Lui, il était dans le coin Saint-Jacques-le-Mineur, si je me trompe pas. Ouais, exact. Puis ben non, je l'ai pas. Je pense que je l'ai recroisé une fois depuis ce temps-là. Là. Il est occupé pas mal, puis moi, ben, je suis occupé de mon bas aussi. Là. Je suis plus vraiment au Québec tant que ça, mais ouais, je l'ai recroisé une fois. Mais je me souviens pas trop où, là, Montréal, par hasard. Après qu'il était devenu connu ou avant? C'était dans les premières années de Jay du Temple. Post-Quirion. Est-ce que, parce que toi, tu dis que tu viens de Saint-Jean, tu as été élevé à Saint-Jean, mais sur ton hockey DB, ça dit que tu viens de Vanier, que tu es né à Vanier, hein? C'est vrai? Ouais, je suis né là. Dans le fond, mes premières années, je suis déménagé à Saint-Jean quand j'avais 7 ans. Puis, ben, en fait, c'est l'année où j'ai rencontré Jay, puis j'ai commencé à jouer au hockey ici, là, mais j'ai grandi à Rockland, puis Orléans jusqu'à 7 ans. OK, t'as une petite fibre franco-ontarienne? Ouais, un faux Québécois. Mais tes parents sont de quelle origine ou viennent d'où? Ils viennent de Laval. OK, quand ça, je suis un peu Québécois quand même. Pas si faux Québécois que ça. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'Est ontarien? En fait, c'est juste les jobs à mon père. On a déménagé. Ben, à l'époque, mon frère il est né dans le coin de Laval, puis là, on était déménagé il était déménagé à Orléans pour le job à mon père, puis par la suite, on a déménagé à Saint-Jean pour un autre job à mon père. OK. Et toi, quand tu étais dans l'Est ontarien, t'étais-tu à l'école en français? Ouais, Rockland, c'est relativement français, je te dirais. Alors, mais j'ai un ami de Rockland, il roule vraiment beaucoup ses R. Je sais pas si c'était beaucoup ça. C'est commun là-bas, je pense. Ouais. Puis tout ce coin-là, là, Vanier, Saint-Isidore, tout ça, il y a quand même une couple de joueurs de hockey qui viennent de là. Benoît Pouliot vient de ce coin-là. Mm-hmm. Est-ce que c'était des gars que tu as croisés, ça, par hasard? Ouais, Ben, je m'entraînais avec pendant une couple d'années quand on était. Moi, j'étais à New Jersey, lui il était un peu partout. Là. Il s'est promené, lui, dans les années. Je me souviens qu'il a signé son gros contrat avec Edmonton quand je m'entraînais avec. Je sais pas de où qu'il était. Je pense Boston peut-être avant. Je me souviens pas trop. Peut-être les Rangers, si je me trompe pas. Ouais, peut-être Rangers aussi. Mais une couple d'années, 4 ans, peut-être que je me suis entraîné avec lui. Ouais, puis parce que lui, c'est ça, il vient de Saint-Isidore. Là. Si tu passes à l'aréna Saint-Isidore, il y a une fresque là dehors, puis avec plein de dessins, puis il y en a un que c'est son père. C'est le père à Benoît qui est dessiné sur l'aréna Saint-Isidore. Ah. Parce que son père était coach, était impliqué dans l'hockey mineur, blablabla. OK. Donc, voilà. Mais t'as-tu gardé un lien avec l'Ontario francophone? C'est-tu comme une... Tu sais, ça fait quand même partie de ton parcours. C'est quoi le souvenir que t'en gardes? T'sais? Ben, honnêtement, là, ça fait tellement longtemps, puis je suis repassé à Rockland, il y a peut-être de ça 3 ou 4 ans de ça, puis j'étais trop jeune pour avoir des gros souvenirs. Puis tout a changé aussi. Rockland, ça a nettement grossi depuis que quand moi j'étais là. Il y a tellement de nouvelles choses. Puis mais tu sais, j'ai des souvenirs d'enfance parce que c'est là que la première fois que j'ai patiné, c'est là la première fois que j'ai fait du vélo, peu importe là, ma première école. Mais c'est flou quand même. Là. Je pourrais pas aller à Rockland puis te dire sans GPS, c'est là que j'habitais. Mettons. Ouais. Et Orléans, c'est comme une genre de banlieue d'Ottawa, là, si on veut. Là. Ouais. C'est là qu'il y a la salle de spectacle, si je me trompe pas, quand je vais faire des spectacles. C'est la grosse salle est à Orléans, là, avec les shows en français, tout ça. Bref. Ça se T'es camarade de me parler de ça, je sais pas, c'est quoi. Je connais pas ça. Trop jeune pour aller voir des shows. Derek Roy aussi, je pense qu'il est franco-ontarien. Ouais, mon frère, il jouait avec et contre
il a le même âge que mon frère, là, puis ça a été drôle parce que justement, il a joué avec mon frère et contre, puis à un moment donné, j'étais sur la glace dans la Ligue nationale en même temps que Derek, puis là, j'ai dit, tu te souviens pas de moi sûrement, puis après ça, il a cliqué que c'était mon frère après, là. Mais ouais, moi, on a quand même une différence d'âge de 7 ans et demi, moi, mon frère, fait que sûrement que quand il jouait avec mon frère et le petit bout de l'Investad, il s'en souvient pas. Il a fini par avoir une super carrière, là, Derek, là, tu sais, puis ouais. Il a fini en Europe, il a même été aux Olympiques, je pense, à la fin. Ouais, il a joué longtemps. Il doit avoir pas loin de 1000 games quand même dans la Ligue nationale. Ouais, beaucoup de games avec les Sabres, je me souviens, entre autres. Est-ce que je me trompe ou ton agent, ça a déjà été Gilles Lupien? Non, tu te trompes pas. Ça a été mon agent, je pense, quel âge? De 14 jusqu'à temps que je quitte vers l'Europe. 26-27 environ. Wow. J'ai vraiment longtemps. J'ai eu la chance de le recevoir au podcast, je pense, dans la première saison. Là, on est dans la 7e, mais dans la première, donc il y a vraiment plusieurs années. Puis il avait accepté de venir. Écoute, on était rien, là, on commençait, puis il était venu chez mes parents dans l'Est de Montréal, puis il était arrivé avant moi. Il est arrivé, je sais pas s'il était tout le temps d'avance, il est arrivé d'avance. Ouais. Puis on avait fait... Puis moi, j'avais quand même une demi-heure d'avance. Il était quand même arrivé avant moi. Puis il était comme, t'es où? J'étais comme, j'arrive. Puis on a fait un podcast. Puis Gilles est décédé l'an passé, si je me trompe pas, du cancer. Ouais, dans le coin du mois de mai l'été passé. Exact. Puis il y avait un article, je pense que Régent Tremblay avait écrit comme quoi Gilles était déjà en fin de vie. Puis avec l'aide médicale à mourir, maintenant, il y a comme une transition, tu sais, où ils peuvent choisir, tu sais, quand ils sont prêts à partir. Tu sais, il avait été tellement smart. Gilles, ça avait été... Écoute, c'était tellement au début du podcast, c'était la première... Je me souviens parce que c'est la première fois que je m'étais dit « Ah, je pense que cet épisode-là, il vaut la peine. » Alors qu'à date, j'en enregistrais puis j'étais tellement pas bon puis j'avais tellement la misère puis des fois, que lui, on dirait qu'il était tellement un bon invité. Je m'étais dit hey, « Je pense que cet épisode-là, il est comme intéressant à écouter pour les gens. » Puis ça avait été, je pense, dans les 3-5 premiers épisodes. Parle-moi un petit peu de Gilles, de ta relation avec lui, comment vous êtes rencontrés, puis... jusqu'à la fin, dans le fond, comment votre relation a évolué. Mais parle-moi un petit peu de lui, tu l'as vraiment mieux connu que moi. Ben, la personne que tu as reçue, que tu as rencontrée, puis tu as passé du temps avec, c'est la même personne à tous les jours. Je veux dire, Gilles, c'est Gilles, puis il y a pas de... Il y a juste un Gilles dans le sens que c'est noir sur blanc, puis il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cachette, puis il va te dire les vraies choses, il n'a pas peur de dire les vraies choses non plus. Pour moi, ça a été... tu sais, j'ai commencé à 14 ans, fait que ça a été quand même à bas âge, là, fait qu'il m'a suivi à travers toutes les étapes de mon hockey, puis ça a été comme un deuxième pas, si tu veux. Je veux pas, tu sais, tu parles souvent à ton agent à travers ton draft junior, ton draft de Ligue nationale, après ça, tes négociations de contrat. Moi, j'avais pas eu la chance de signer des contrats à long terme. Fait que dans un sens, j'avais la chance d'interagir souvent avec lui, là. C'était tout le temps des 1 an, 2 ans. Fait que les renouvellements de contrat, il arrivait souvent. Mais c'était comme un deuxième pas. On allait jouer au golf, puis c'était pas nécessairement mon agent, juste strictement agent, là. Je pense que c'était tellement une bonne personne que c'était facile à s'attacher à une personne comme ça. Puis il y avait les valeurs à bonne place aussi dans toutes les causes qui s'est impliqué pour justement faire du changement, pour que ce soit aider les jeunes, puis qu'il y ait un changement nouveau dans certaines choses, là, au hockey ou dans la vie ou peu importe. Je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment les valeurs à bonne place. Puis j'en ai pas vraiment connu des personnes comme ça, où comme j'ai dit tantôt, là, qui était vraiment une personne vraie. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. C'est à quel moment puis comment t'as appris qu'il était malade? C'est une bonne question. Je l'ai su, ça a quand même été long, là. Je me rappelle pas du nombre exact de temps
à partir de quand lui-même puis sa famille ont su qu'il avait le cancer de l'estomac, mais on dirait que j'aurais tendance à dire 2 ans, peut-être, en tout et partout, à partir de quand ils ont reçu la nouvelle à son décès. Je l'ai su pas nécessairement sur le coup. Je pense que c'est Enrico Ciccone qui me l'avait appris, qui était son associé quand moi j'étais avec cette agence-là. C'est lui qui m'avait appelé puis il me disait que écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Gilles, il voulait pas en parler parce qu'il voulait pas que ça impacte la vie des autres. Mais c'est ça, Enrico m'avait dit que Gilles il était en chimio puis il combattait le cancer de l'estomac puis que ça allait bien malgré tout à ce moment-là, mais plus que ça allait, plus que son état détériorait puis je pense que c'est ça. Le dernier stretch, ça a été tough pour lui. Puis ça a été quand même malheureux parce que avec le timing c'était dans le début du COVID. Puis moi, je revenais de l'Europe. J'étais pris en quarantaine. J'aurais aimé ça avoir la chance d'aller le voir à l'hôpital à mon retour. Finalement, j'étais pris en quarantaine. Puis il est décédé pendant que j'étais en quarantaine. J'ai pas eu la chance d'aller le voir, mais c'est ça, j'ai quand même au moins j'ai pu aller à ses services funéraires puis ouais, c'est ça, ça a été quand même plate à cause de ça l'histoire de COVID de pas avoir eu la chance de le voir une dernière fois. Te souviens-tu la dernière fois que tu lui as parlé? Ouais, en fait, c'est drôle parce que depuis, faudrait que je regarde dans mon téléphone, là, mais il m'avait envoyé un message vocal, puis on dirait que je suis pas capable de le déliter, son message. Je regarde tout le temps, puis ça doit faire... je me souviens pas, ça doit faire avant qu'il décède, milieu de l'année, je pense. Justement, on se manquait d'appels, puis on s'échangeait des messages textes, puis c'est ça, là, il m'avait envoyé son message chez Faites-en pas, là. Il appelait tout le monde le grand. Faites-en pas le grand, c'est des choses qui arrivent, blablabla, puis tout va bien. Puis comme j'ai dit, il voulait pas que le monde ne sache que lui, en dedans de lui, ça allait pas nécessairement bien. Fait que tout était beau, puis pas de problème, puis c'est ça. Fait que j'ai pas eu la chance après ça d'y reparler. Là, je pense que quand il était dans ses derniers jours, il voulait pas de visite non plus, puis il voulait pas nécessairement avoir d'appel, il avait pas l'énergie pour ça. Là. Je n'ai parlé avec avec son gars Eric, puis il dit c'est quasiment une bonne affaire que tu l'aies pas vu dans ces derniers jours parce que il y avait plus de l'air de la même personne. Là. Il avait de l'air vraiment malade, puis même lui il a trouvé ça top de voir son père dans ces états-là. Ben oui, je comprends. Écoute, où qu'il soit, on le salue. Merci Loupi pour les bonnes années. Ah oui. Revenons à ta carrière. En fait, on va partir du début. Là. On aime ça faire ça souvent chronologiquement, mais t'as eu quand même une solide carrière junior qui t'a vu passer d'une équipe à l'autre. T'as été à Chicoutimi, où tu as eu la chance de croiser un autre gars qui est passé au podcast, le téméraire Antoine Roussel. Ouais. Est-ce que c'est quoi parce que tu sais Antoine il est venu au podcast puis Antoine c'était le gars qui avait toutes les raisons de pas jouer dans la Ligue nationale, tu sais le gars qui vient de France, qui joue même pas 2A, qui se ramasse à être invité à un camp mais qui a donc le couteau entre les dents, toujours en train de manger les bandes. Ton souvenir d'Antoine Roussel dans le junior, tu sais 16-17 ans, à quoi ça ressemblait? Moi la première fois que je l'avais vu j'étais à ma première année midget 3. Moi, j'avais 15 ans. Lui, il y a 2 ans de plus que moi. Fait que lui, il s'est retrouvé à 17 ans. Puis il était venu à notre camp d'entraînement. Puis je pense que comme tu as dit, l'année d'avant, il était midget 2B, même pas 2A. Puis c'était comme la grosse histoire de ce gars-là, il arrive de France parce qu'il veut jouer dans la Ligue nationale. Puis tout le monde était là. C'était un malade mental parce que il est midget 2B, il ne pas la Ligue nationale. Puis finalement, il y avait vraiment eu un camp extraordinaire avec nous autres au Riverain. Puis je sais pas s'il avait je pense qu'il avait commencé la saison avec nous autres, puis ça avait pas pris même pas un mois, puis il avait été rappelé avec les Sags.
Puis il avait resté là, je pense qu'il a joué toute sa carrière à Chicoute, lui, si je me trompe pas. Une bonne partie, en tout cas, c'est celui qui a rencontré sa femme. Ouais. Ben, la personne que tu vas jouer encore dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est la même personne que tu as vue dans le junior. Là. Et comme tu as dit, il mange les bandes, puis c'est pas nécessairement le plus talentueux, mais c'est définitivement le gars qui va travailler le plus sa glace. Tu peux le comparer à n'importe qui, c'est lui, c'est sûr qui va travailler plus, puis il a pas froid aux yeux, puis même en sortant du junior, il a pas eu facile aussi. Là. Il a pas eu de contrat tout de suite. Il a fallu qu'il se batte pour une place pour aller dans la Ligue américaine, puis il se faisait trimballer d'un bord puis de l'autre, puis éventuellement il a eu une chance dans la Ligue nationale, puis à partir de ce moment-là, ben je pense qu'il a saisi sa chance, puis il est jamais redescendu des mineurs par après. Là. Fait que le meilleur mot pour le décrire, c'est extrêmement travaillant. Puis c'est la preuve que ça prend pas juste du talent pour se rendre dans la Ligue nationale, mais c'est la preuve vivante. Puis il est dur à suivre dans son éthique de travail, ça c'est sûr. Quand tu l'as vu la première fois, puis ça, puis le gars qui voulait monter en Ligue nationale, si t'es honnête, là, tu pensais-tu que ce gars-là avait même une chance de jouer dans la Ligue nationale? Honnêtement, non. Ben, tu le voyais c'est un patineur qui est, là, avec la vieillesse, il ralentit un petit peu, là. C'est normal aussi, n'importe qui, mais il a toujours été un patineur très rapide. Mm-hmm. Pas nécessairement un si gros gabarit que ça non plus, mais comme j'ai dit, il a pas froid aux yeux, puis c'était rendu qu'il se battait contre les gars les plus forts de la Ligue dans le junior, puis même dans la Ligue nationale, il s'est battu avec des gars, c'est des vrais messieurs, puis c'était tout le temps des gars plus gros que lui, puis il en sortait tout le temps super bien de ses combats, puis tout. Fait que je pense que c'est un gars d'une denrée rare dans la Ligue nationale, puis c'est probablement pour ça qu'il a une aussi longue puis bonne carrière qu'il a eu. Il y en a pas beaucoup des joueurs comme lui. J'adore l'expression des vrais monsieur. Je pense que je vais le réutiliser plus tard. Des vrais monsieur. T'as eu une année à Chicoutimi, ça arrive pas souvent. T'as eu 3 coachs en chef dans la même saison. Est-ce que ça te souvient de ça? T'as Richard Martel, le coloré Richard Martel, Marc-Étienne Hubert et un certain Guy Carbonneau. Comment une équipe se ramasse à avoir 3 coachs en chef dans la même saison? Je sais pas si c'est moi qui amène ce sort-là à mes équipes, mais je te dirais que dans ma carrière de hockey, j'ai eu des coachs, un coach après l'autre, peu importe l'équipe ou l'organisation que j'étais avec. Là, je n'ai eu des changements de coach, fait qu'on dirait que pour moi, c'est plus nécessairement de quoi de nouveau et de spécial. Là. Mais au niveau junior, par exemple, c'est rare. Ça, faut que je l'admette. Là. Normalement, les coachs sont là pour rester longtemps, puis à moins que l'équipe, ça va vraiment pas bien d'année en année. Là. Mais de passer de Richard Martel à finir avec Guy Carbonneau, c'est les deux extrêmes de personnalité, je pense. Comme tu as dit, le coloré Richard, Guy Carbonneau, qui était ultra calme et réservé, puis démontrait pas nécessairement tant d'émotions que ça. J'ai toujours eu des bonnes relations avec chacun de mes coachs juniors. Je pense que j'ai absolument rien de négatif à dire de chacun. C'est sûr que ils ont chacun leur style à eux-mêmes. Là. C'était plus ça la différence que je dirais entre ces trois-là. Marc-Étienne, il commençait. Je pense qu'il avait beaucoup appris de Richard. Fait qu'il y avait un peu si j'avais à comparer les trois, il y avait un peu plus le tempérament de Richard, où il y avait des émotions, puis il en démontrait des émotions. Guy, c'était plus un stratège, puis une personne posée en arrière du banc. Puis il veut pas, c'est Guy Carbonneau. Fait que quand t'es junior, c'est Guy Carbonneau qui est en arrière de toi qui te parle, t'écoutes. Là, je veux dire, c'est un Hall of Famer, pas pour rien. Là. Mm-hmm. Parlant de coach qu'on connaît quand même un peu mieux pour les amateurs de hockey, qui était ton coach pour St. John's? Gérard Galland. Bonne réponse, ding, ding, ding. Ben oui, Gérard Galland qui est rendu maintenant presque, qui fait partie du carrousel des coachs NHL qui se trouvent des jobs
une après l'autre. Boys Club. Les Boys Club, oui, exactement. On salue Bruce Boudreau et sa crème glacée Häagen-Dazs. Quel était le style de Gérard? Faire le switch de Chicoutimi à Saint John, c'était quand même déjà ça une bonne différence, dans le sens que Chicout, cette année-là, on était bas de classement, si je me trompe pas, dans le coin de 12e position. À me faire échanger à la meilleure équipe au Canada. Déjà là, c'était le jour plein nuit. De gérer l'équipe qu'on avait, puis je suis quand même sur le niveau junior, là, mais on avait quand même une équipe de superstars. Si tu regardes notre alignement, t'en as beaucoup qui ont joué dans la Ligue nationale ou des gars que au niveau junior, c'était des vraiment gros joueurs. Je me rappelle, dans les premières games que j'avais été là, on avait joué à Halifax, puis Halifax, c'était comme une équipe bas de classement, en reconstruction, si tu veux, puis il me semble le score après 2 périodes, c'était comme 5-0. Puis on rentre en chambre après les 2 périodes, puis un des plus gros chars de merde que j'ai jamais vu dans une équipe de hockey. Je savais, ben voyons donc, on gagne 5-0. Lui, c'était comme c'est un motivateur. Là. C'est pas nécessairement c'est son assistant qui est plus le gars des systèmes, le Mike Kelly. Peu importe où ce qu'il va, Mike Kelly est tout le temps là. Mais Gérard, c'était plus un motivateur, puis justement, ben il voulait nous apprendre que dans ce game-là, par exemple, c'était supposé d'être 10-0 à la place de 5-0, puis de justement jamais prendre ça à la légère, puis de tout le temps pousser plus. Là. Fait que je pense que c'est ça qui fait Gérard Galland qui est. En fait, là, il va chercher le maximum de chacun de ses joueurs. Sans vraiment avoir du succès, avec les Panthers, il y avait eu des bons moments. Quand il est arrivé à Vegas, ils sont allés en finale. Puis sa première année avec les Rangers, ils sont allés en demi-finale de la Coupe. Game 6, Game 7? En tout cas, bref, vraiment, il y a des résultats. Ouais, je pense que c'est le bon terme de players coach, là. Il y a une bonne relation. Il va faire des jokes, il va être friendly, puis super drôle, puis mais quand ça va pas bien ou que tu fais pas les choses de la bonne manière, ben il va te le dire aussi, là. Je pense qu'il y a un bon sens de gérer ses joueurs t'as eu beaucoup de coachs, en gardant ça friendly. Tu as eu beaucoup de coachs quand même assez notoires. Tu as eu Pete DeBoer, tu as eu Jared Bednar qui a gagné la Coupe Stanley. Tu as même eu des assistants comme Adam Oates, t'as eu John Hines aussi un petit peu à New Jersey. Tu as quand même eu beaucoup de coachs, puis c'est tous des gars justement, DeBoer, Galland, Bednar, qui ont maintenant une certaine réputation. C'est qui, toi, tes coachs préférés que tu as eu, puis pourquoi dans tous ces gars-là, t'sais? Ils ont tout leur style à eux-mêmes, je dirais. Si tu avais à définir leur style respectif, là, pour qu'on les mette en perspective. Comme John Hines, c'est un peu dans le même genre que Gérard Galland, parce que c'est un hard-nosed guy, puis il faut que tu travailles fort, puis plus qu'un c'est un gars stratégique, si tu veux. Adam Oates, lui, c'était quand même spécial parce que on dirait qu'il repensait tous les mini-détails que tu y penses pas nécessairement, comme la curve de ton bâton ou la façon que tu shootes ou peu importe, puis il va t'amener ces détails-là, puis là, tu changes ça, puis tu t'en rends compte que c'est vrai, ça l'aide ou des choses comme ça. Puis lui aussi, c'était un expert de power play, puis quand il jouait, puis en tant que coach aussi, il t'amenait des choses à penser d'une autre façon pour justement être plus créatif puis de voir d'autres options dans ta tête. Ou ce que tu vas à Pete DeBoer, que je pense qu'il a une réputation pour être un coach de vétérans plus que de jeunes. Il y a toujours eu des équipes plus vieilles ou des équipes qui ont un bon corps de vétérans puis qui vont pour la coupe. Là. Si tu regardes toutes les line-up qu'il y a eu, c'est rendu pas mal loin à chaque année. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à gagner encore. Là. Puis après ça, j'ai eu Jared Bednar c'est le tout début. Excuse, attends, Pete DeBoer, parce que Pete DeBoer, c'était comment tu qualifierais son style à lui plus? Un gars pour les vétérans. Là, je pense qu'il
il était bon avec les joueurs plus vieux. Ben, surtout au New Jersey, moi, quand je l'ai eu, on avait une équipe quand même relativement vieille. Il y a Martin Brodeur, il y a Rémi Jagger, Zubris. Je pense qu'il s'adapte bien à ces équipes-là. Il va manger un petit peu plus son pain noir à Dallas. Je pense que ça va être peut-être un petit peu plus... Il y aura pas les rosters qu'il y avait, mettons, avant. Là, fait que j'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir aussi. Puis Jared Bednar. Ouais, c'est ça. Jared Bednar, je l'ai eu ses débuts. Là. Ouais. Puis l'année où moi je l'ai eu, je pense que à ce moment-là, c'était la pire équipe en 25 ans d'histoire de la Ligue nationale. Fait que c'était pas beau. Puis moi non plus, ça avait pas été ma meilleure saison non plus. Puis je jouais pas, je figurais pas dans les plans non plus. Puis après ça, j'ai été descendu dans les mineurs, puis ça a été la fin pour moi dans la Ligue nationale. Mais Joe Sakic puis lui, ils ont fait des bonnes choses, clairement. C'est rendu une équipe assez dominante, merci. Ils ont gagné la Coupe Stanley, I guess, qu'ils ont fait quelque chose de correct en chemin. Pour revenir à St. John's, ben, comme tu dis, grosse année, vous gagnez non seulement le championnat, mais vous gagnez la Coupe Memorial cette année-là. 2011, si je me trompe pas. C'est ça. Une chose qu'avec Richard Martel, justement, j'avais apprécié énormément, c'est que c'est lui qui m'avait échangé. En fait, à chaque semaine, c'était comme net et précis que j'étais pour me faire échanger, puis là je le rencontrais, puis chaque semaine il me donnait des espèces de comptes rendus de où est-ce que c'en était ou quelle équipe qui avait appelé, l'intérêt de certaines équipes, puis à la toute fin, c'était soit entre Acadie Batters et St. John, puis il avait décidé de prendre de l'offre de St. John parce qu'il pensait que c'était là que j'avais la meilleure chance de gagner dans ma dernière année dans le junior. Puis j'avais vraiment trouvé ça sharp de lui d'agir comme ça puis de me tenir au courant de toute la chose. Puis ben, comme tu sais, j'ai fini par la gagner la coupe, fait que ça a bien fini. Puis je pense que tu peux pas avoir une meilleure fin de carrière junior que ça. Là. Écoute, les Golden Years des Sea Dogs, Jonathan Huberdeau, tu sais, qui avait plus que 100 points, c'était même son année 17, t'avais Zach Phillips, t'avais Thomas Jurko, ça c'était des gros noms, je me souviens de leur année de draft, là, c'était comme Phillips était même sorti, je pense, en première ronde finalement. Jurko était sorti aussi finalement, tout en deux, en tout cas bref, c'était toutes une grosse équipe boostée à côté. On parle souvent de la Coupe Stanley, de plusieurs, la Coupe Calder, mais la Coupe Memorial, c'est tout un trip pareil. Là. Raconte-moi un peu, c'était où cette année-là, puis comment ça s'était passé pour vous? Parce que vous aviez une équipe très, très forte, dominante dans la Q. Quand vous êtes arrivé au niveau canadien, est-ce que c'était aussi facile? Puis c'est quoi ton souvenir de cette Coupe Memorial-là cette année-là? Ben, juste la façon que la Coupe Memorial est bâtie, là, de gagner ce contrat-là, c'est pas ce contrat, ce tournoi-là, c'est quand même assez dur. Là. Je sais pas le nombre exact d'équipes, là, mais t'as quand même 3 ligues, puis c'est pas que tu drops ça à 4 équipes, dont une qui est hôtesse. Fait que ça en a fait des équipes pour gagner ce tournoi-là, puis non seulement ça, mais une fois que tu te rends au tournoi, t'as pas vraiment le droit à l'échec. C'est pas comme des séries où c'est des 4-7 ou quoi que ce soit. Là. Faut que tu sois sharp pour je pense que c'est 3 matchs préliminatoires, je pense, pour justement le classement. Mais ouais, je pense que notre équipe était vraiment bonne. Puis je pense qu'on a rentré dans le tournoi en étant favori. Mais il y avait des grosses équipes, pareil, cette année-là, on était à Mississauga, fait que c'est eux qui étaient l'équipe hôtesse, puis c'est contre eux qu'on a fini par jouer en finale. On avait fini premier, nous, avec nos matchs préliminatoires, puis je te dirais que Mississauga, c'est l'équipe qui était bâtie pour gagner aussi. Les autres, c'était un petit peu plus facile, si tu veux, mais reste que c'était des grosses équipes quand même. Là. On parle de la Coupe Memorial, fait que c'était quand même les 4 meilleures équipes au Canada.
Mais si je me souviens bien, le score final, c'était peut-être 1-0 ou 2-1. C'était vraiment serré. Fait que ça a pas été si facile que ça, si tu veux, malgré le fait que notre fiche, je pense que c'était 77-11-6, une affaire comme ça. Fait que c'était assez dominant. T'as-tu une bague, la Coupe Memorial? Ouais, faudrait que je fouille dans mes affaires, là, mais ils nous ont donné ça. Dans le fond, sur notre bague, vu qu'on avait gagné Coupe Président puis Coupe Memorial, ils nous ont fait une bague puis on a les deux espèces de coupes là, dessus. Là. C'est-tu la seule coupe que tu as gagnée dans ta carrière? De toutes les ligues que tu as? Ouais. J'ai passé proche, en fait, en Suède, pas la saison qui vient de terminer, l'autre année. J'ai perdu en finale. On a perdu en 5 ou en 6, mais ça a été ma plus longue run dans la série. Autre que ça, j'ai pas eu la chance de jouer dans des équipes où on a fait les séries ben au niveau professionnel. Là. Right. Les gens t'ont beaucoup connu avec les Devils, quand tu étais avec les Devils, je suis au deuxième round. Parlons-en, j'ai 1000 questions pour toi, parce que tu as joué avec des putains de légendes, n'ayons pas peur des mots. Jaromir Jagr, qui... l'année où tu es arrivé, si je ne me trompe pas, en tout cas, une des années que tu étais là, meilleur pointeur de l'équipe à 41 ans. 41 ans, 67 points. Vieux fou qui mange ses muffins jusqu'à 4 heures du matin à s'entraîner avec des poids rouillés ses épaules. Patrick Eliash, Martin Brodeur, Demis Zubrus. Alors, commençons par le début du début. Jaromir Jagr, parle-moi de ce phénomène. C'était impressionnant juste d'être dans la même chambre puis de côtoyer ce gars-là dans mon day-to-day. Là. N'importe quel petit gars de hockey de mon âge, même plus vieux que ça, Jaromir Jagr, c'est comme si tu parles de Wayne Gretzky, à la plus basse échelle quand même, là, mais c'est une légende. Puis il joue encore d'ailleurs. Là, ça, c'est encore plus impressionnant. 50 ans. Mais ouais, là, toutes les espèces de rumeurs de lui qui s'entraîne jusqu'à des heures plus à part 11 heures, des fois on revenait de souper, nous autres sur la route, puis on le croisait tout en sueur dans les corridors, il venait juste de s'entraîner, il était genre 11 heures le soir, puis on jouait le lendemain, c'était une machine de guerre qui arrêtait jamais. Il mettait des poids sur ses chevilles pendant les pratiques avec des poids dans ses culottes. Il devait traîner à peu près 40-45 livres de plus sur son équipement pendant les pratiques. Il faisait des trucs... je pense pas que chacune des choses c'était vraiment nécessaire ou que ça l'apportait à faire de quoi, mais il essayait des choses pour se rendre meilleur. Puis ça a fait de lui carrément un cheval. Enlever le puck à ce gars-là, c'était une mission impossible. Puis il était énorme, il était fort, il était dominant. Fait que de le voir aller à tous les jours, puis de voir comment il travaillait, puis de voir qu'est-ce qu'il essayait de nouveau cette journée-là, c'était quand même vraiment impressionnant à voir. As-tu des discussions avec lui? Ouais, mais c'est un gars qui faisait ses petites choses quand même à lui, là, puis il se mêlait pas tant que ça des autres, mais je me souviens une couple de fois où j'étais jeune aussi dans ces années-là. Ouais. J'avais 21, 22. Même si c'était mon coéquipier, c'était quand même impressionnant de juste aller piquer une jasette avec Jaromir Jagr. C'était un peu intimidant. Mais je me souviens, à un moment donné, on avait eu une ou deux journées consécutives de congé, puis j'avais demandé, on se parlait, puis j'avais demandé qu'est-ce qu'il avait fait de ces journées, puis c'est là que je me suis dit, ce gars-là, c'est juste un maniaque de hockey, puis il y a que ça dans sa vie. Il avait réécouté, je me souviens pas de l'année exacte, là, mais exemple, la série finale, le 4-7, la Coupe Stanley en genre 1990. Puis, toutes les games au complet dans ces journées, j'étais là, c'est OK, on n'a pas eu les mêmes journées de congé. Moi, j'étais genre allé jouer au golf ou quelque chose du genre, puis mais ouais, c'est un mordu, puis clairement, ça le démontre, là, il joue encore. Mm-hmm. T'avais-tu, quand tu jouais avec des gars de même, est-ce que tu disais je lui demande un autographe ou je lui demande de signer un bâton, ou t'as-tu gardé des souvenirs de gars de même? Ou
Non, ça, puis je m'en veux de pas avoir gardé quelque chose de lui que j'aurais dû. Puis, mais j'avais déjà parlé il y a une couple d'années quand j'avais commencé à regarder aller en Europe. Mm-hmm. Il connaît pas mal de monde, fait que j'y avais parlé pour ça. Puis il y a une équipe lui aussi, là, fait que j'en avais parlé de ça, mais d'ailleurs, il cherche un défenseur présentement, Oui. j'ai vu sur Twitter. Mais non, faudrait que j'y demande parce que ça serait quelque chose que j'aimerais ça garder, c'est ça. Quand parce qu'il a fait une joke là, le jour des agents libres, by the way, je cherche un défenseur dans ma ligue tchèque. Irais-tu jouer avec lui en République tchèque? Là, j'ai signé 2 ans en Suisse, là, fait que va falloir qu'il joue un autre 2 ans pour j'ai la possibilité de peut-être y aller. Ouais. Ça, c'était Jagr, mais il y avait aussi dans l'équipe des Devils, quand il est arrivé, un certain Ilya Kovalchuk, qui était plus jeune, qui arrivait. Non, c'était avant qu'il parte en Russie. D'ailleurs, les Devils, ils payent encore un montant à chaque année, jusqu'en je sais pas quelle année, là, à cause de leur oui, de sa première quote retraite. Parle-moi d'Ilya Kovalchuk, les Russes tout le temps quelque chose, puis lui, il était quand même encore dans son prime là, à ce moment-là. Là, quand il est arrivé, il venait d'aller en finale en 2012 avec Parisien, avec lui, tout ça. Parle-moi d'Ilya Kovalchuk. J'ai été quand même... c'était cool, là, mon séjour avec lui. Dans le fond, ma première game dans la Ligue nationale, il était dans notre équipe. J'avais passé, je pense, la majorité de l'année, j'avais passé dans la Ligue américaine. Puis vers la fin, là, quand les équipes font plus les séries, c'est là qu'ils rappellent des jeunes pour les essayer à la fin de l'année. Moi, c'est comme ça que ma première game s'est déroulée. J'avais passé, je pense, les 2 ou 3 dernières semaines avec l'équipe à pratiquer. Puis finalement, je pense que l'avant-dernière game dans la Ligue nationale, cette saison-là, j'avais joué. Mais de le voir, lui, c'était une star, là, carrément, là, d'être aussi agile, puis de patiner comme il patinait à sa grosseur, c'était impressionnant. Là. Je veux dire, t'en as pas 12 même dans la Ligue nationale. C'était beau à voir. Quand Ilya Kovalchuk s'en vient contre toi dans la pratique, là? T'essaies de patiner le plus vite possible vers ton but. Là. Comme il doit peser, il doit être 6 et 3, 2,45 à peu près, 2,50. C'était une méchante pièce d'homme. Puis s'il virait sur un dizaine, il patinait comme s'il était 5 pieds 10. C'était quelque chose. C'était impressionnant. Il avait pas je me souviens quand j'étais jeune, il était comme mince, j'avais pas la notion, on dirait qu'il était aussi grand puis aussi pesant que ça. Il portait pratiquement pas d'épaulettes. Il avait quasiment rien. Ce que tu voyais sur la glace, c'était lui. Il y a des cuisses épouvantables. C'était vraiment un gros bonhomme. Lui, c'était un vrai monsieur. Oui, un vrai monsieur numéro 2. Il avait comme on dit, puck on a string. Là, la rondelle, on dirait qu'elle était collée avec un ruban sur son bâton. Ouais. Il driblait le puck. C'était étourdissant. Tu suis juste ses mains. Là. Il n'y a pas beaucoup de gars qui avaient quand la rondelle est sur leur bâton, t'as l'impression qu'elle est collée. Là, Patrick Kane, des gars que tu fais attends, on dirait qu'ils ont comme un glitch. On dirait que c'est comme un jeu vidéo avec un cheat code pour. Parce que c'était quand même assez impressionnant. Évidemment, un autre gars qui est une légende, mais qui était québécois, j'imagine que tu as eu quelques conversations avec lui, même possiblement en français, mais Martin Brodeur, évidemment, qui était en fin de carrière, mais qui était encore quand même, mais comme je te dis, il arrivait de la finale de la Coupe Stanley, puis il était dans fin trentaine déjà. Parle-moi un petit peu de Marty. Cette année-là, on était 3 Québécois. Il y avait moi, Martin puis Steve Bernier. Fait que quand on était sur la route, on soupait, j'étais souvent avec eux autres. Puis Martin, il était vraiment à se mettre avec moi. Puis lui aussi, là, veut pas, même si c'était québécois puis on parlait français, ça reste que c'est Martin Brodeur puis c'est intimidant à aller parler à bas âge, là, quand t'as 22 ans. Mais je me souviendrai tout le temps une pratique, j'ai toujours été reconnu pour avoir une grosse shot, là, puis j'avais pris un slap shot à un moment donné, puis il a son plaston, il devait avoir 25 ans, je pense.
était tout pété. Il m'avait parlé après la pratique, puis il avait dit si jamais tu veux pratiquer tes slap shots, ben tu iras sur l'autre goaler parce que moi j'en veux plus. Il dit je suis trop vieux pour ça. Fait que j'allais pratiquer, c'était Corey Schneider, notre autre goaler. Ouais. Il dit il va y prendre lui. Fait que c'était quand même drôle. C'est bon, il y avait des vieilles pads aussi, Martin, des petites pads relativement comparées, là, tu sais, aux autres. Ouais, ben son style, ouais. il était spécial, là. À moitié à genoux, debout, là, c'était comme c'était efficace, hein, par exemple. Ah ouais, il s'est magané le corps et j'ai vu un article récemment comme quoi il disait que être goaler, là, ça les brise physiquement. C'est fou. Ben, les deux, là, justement, je l'ai vu marcher, j'étais au draft à Montréal, t'étais là. il y a 2 semaines, puis ben, la dernière personne que j'ai vu marcher comme ça, c'était quand Patrick Roy, c'était mon coach à Denver, puis les deux, on dirait que ça n'a pas de l'air à faire du bien marcher pour les deux. Ils ont les genoux ou les hanches cassées, puis c'est pas idéal pour le corps humain, d'après moi, de faire tous ces mouvements-là. À répétition aussi élevée. Patrick Eliash aussi, que tu as côtoyé. Ouais. Denis Zubrus. T'as même vu le retour de Scott Gomez à New Jersey. Lui, c'en est un bon là, personnage, là, un boys boy. Parle-moi un petit peu de Gomer. C'est une beauty, comme on dit. C'est un gars qui met de l'énergie dans n'importe quelle salle qu'il va aller. Ben Gomer il est arrivé, puis c'est lui qui run the show, si tu veux. Puis il est drôle, puis il est friendly. C'était vraiment un bon gars. Puis ben il avait du bon hockey encore à donner, là. Je veux dire, c'était lui qui runnait notre power play cette année-là. Puis mais en dehors de la glace, la personne que tu vois, je pense qu'il était à la télé une fois de temps en temps à cette heure. Ouais, il en a fait un peu, je pense. C'est ça, c'est lui, puis il est drôle, puis il avait pas peur de nous amener, puis c'était lui qui ramassait les billes des restos, puis c'était vraiment, il était vraiment cool comme gars. On salue le contrat que les Rangers y ont donné et dont les Canadiens ont hérité. Pas payé montant d'argent, ça. Ouais, puis je me souviens quand il était retourné justement à New Jersey, c'est là un peu qu'il s'était remis sa traque. Parce que Montréal, ça avait mal fini. Je pense qu'il a scoré un but en 2 ans, puis tout ça. Puis là, à San Jose, pas à San Jose, parce qu'il a aussi joué à San Jose, mais quand il était là à New Jersey, il a comme remis un peu. Il avait eu un bon point per game, je me souviens. C'était grave, il était encore capable, le vieux fou. Ah ouais, il était vraiment bon. Martin Brodeur, justement, il disait que c'était encore un des meilleurs joueurs dans la ligue de mettons, 3/4 de la glace, jusqu'à la 2e ligne bleue. En fait, notre breakout de powerplay, j'allais juste chercher la puck en arrière du net, je la mettais là, puis Scott, il partait, puis il rentrait dans la zone, puis là, on était installé dans notre setup de powerplay. C'était pas sorcier, puis ça rendrait ma job assez facile. Ouais, toi, donne-moi là à pointe, m'a faire un plomb. Installe-toi, ouais. J'attends. Exact. C'est drôle, t'as comme joué avec t'as comme hérité tous les anciens Canadiens de 2009-2010. T'as Camilleri qui est allé là, t'as même eu Ryder qui est retourné là. Tous les gars qui allaient mourir, qui allaient finir leur carrière. Mais Camilleri avait encore du gros hockey en lui. Il était encore poteux. Ouais, il y a eu des bonnes saisons avec nous autres. Après ça, c'est fini à LA, si je me trompe pas. Ouais, LA Edmonton. Il y a eu un LA Edmonton. Ouais. Mais il était fort quand même. Lui, c'est à Montréal qu'il a eu son premier gros contrat après, avant qu'il aille à New Jersey. Est-ce que tu t'es ramassé au Colorado par échange? Ouais. C'est-tu Patrick qui est allé te chercher? Ouais. C'est lui, en fait, mais ça avait mal été parce que dans le fond, j'ai été échangé cette année-là, puis j'avais juste joué 6 matchs avec l'Avalanche cette année-là parce que je m'étais blessé, j'avais manqué les 14 dernières games de la saison. Puis cet été-là, il avait donné sa démission 1 semaine avant le camp d'entraînement, puis c'est là que Jared avait été engagé. Fait que ça a changé un peu les plans, en fait, parce que à la base, c'était Patrick qui voulait m'avoir comme joueur. Puis là, il a donné sa démission. Fait que là, l'autre, il y a d'autres joueurs en tête, puis il préfère d'autres joueurs. Fait que
plus tombé vraiment d'un plan quand c'était Jared qui est arrivé, mais je l'ai eu. Fait que j'ai eu Pat pour 6 matchs, mais quand même une couple de mois. Là, j'avais passé là, j'avais été changé au deadline. Fait que c'est 2 mois plus tard la saison finie. On avait manqué série de pas beaucoup cette année-là. Je pense que c'était soit nous ou les Blues qui avaient passé, puis les Blues avaient passé. C'était quand même la fondation de ce qu'allait devenir l'équipe championne de la Coupe. Là. Tu sais, les McKinnon étaient là, Landeskog était là. C'est drôle, il y avait encore Matt Duchesne qui était avant l'échange. Mais tu avais aussi le bon vieux Jerome Iginla. Ouais. Et Guy, ouais, pas vas-y. Lui aussi, là, c'était un autre dans la même catégorie que les autres que tu as nommé tantôt, là, Jaromir Jagr, tout ça, c'est un autre légende, puis et comme il devait avoir 40 ans, je pense que j'ai joué avec à Denver, puis 38, il jouait dans ce coin-là. Il jouait encore comme s'il avait 20 ans, là, il jouait dur, puis lui aussi, même si c'était un joueur de talent quand même, là, je veux dire, il mettait des statistiques impressionnantes. Mais lui aussi, c'était un gars qui avait pas peur de jeter les gants. Puis d'ailleurs, lui puis Antoine Roussel, je pense pas qu'ils s'aiment bien. On avait joué un match pré-saison, puis ils s'étaient battus les deux en pré-saison. Jerome Iginla qui se bat dans la pré-saison, c'est quoi qui se passe? Contre Antoine, ah ouais. Ouais. Wow. Ouais, les deux, ils s'aimaient pas. Je pense que c'était dans cette année-là, ils s'étaient battus une couple de fois ensemble, les deux. Qui avait gagné le combat en pré-saison? C'est dur à dire parce que de la façon qu'Antoine il se bat, on dirait jamais si tu sais c'est qui est. Qu'est-ce qui se passe, parce qu'il se bat quand même au pit, là, puis c'est un pour un, on dirait. Fait que mais les deux ils s'approchaient quand même assez solide. Un combat de vrai monsieur. Il essaie juste de survivre, Antoine. Il essaie juste de voir la prochaine journée. Ouais. Après Colorado, tu t'es ramassé dans la Ligue américaine avec San Antonio. Puis après ça, tu t'es ramassé à signer avec le Rocket de Laval. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un contrat one-way Ligue américaine. Est-ce que pour toi, la raison derrière ça, c'était, garde, je retourne à la maison, jouer Ligue américaine, puis après, je quitterai vers l'Europe, et au moins, je vais avoir joué une saison à Laval, ou tu voulais essayer de rester encore dans la Ligue nationale à ce moment-là, d'essayer de remonter peut-être à Montréal? C'était quoi l'espèce de réflexion derrière le choix de Laval à ce moment-là? Ben, j'avais signé un PTO avec le Canadien. C'était comme ça que j'avais rentré dans cette organisation-là. Puis, je pense que j'avais eu quand même un vraiment bon camp. Puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient me garder dans l'entourage. Mais cette année-là, il y avait vraiment beaucoup de défenseurs sur des one-way. C'était l'année où il y avait Joe Morrow, Brendan Davidson, Mark Streit. Fait que dans le fond, moi, je suis arrivé au camp. Je pense qu'en tout avec moi incluant, là, on était 12 qui se battaient pour les postes de la NHL, dont eux, tous sur des contrats one-way. Je pense que juste à la fin du camp, on m'avait dit que j'avais vraiment bien fait, puis que je n'avais battu une coupe, puis mais qu'il y avait trop de contrats, fait qu'ils pouvaient pas m'offrir de contrat à ce moment-là. L'espèce de plan, c'était d'en échanger, faire de la place, puis que éventuellement, si ma saison va bien, puis tout se déroule bien dans la Ligue américaine, ben après ça, il était pour me signer avec les Canadiens au courant de l'année. Finalement, ça n'a pas donné. Fait que ouais, c'est ça, c'est sûr que ça a changé un peu la donne parce que le but initial, c'était justement ce plan-là de revenir dans la Ligue nationale. Au moment où j'avais signé le PTO cet été-là, je commençais à recevoir des offres de la KHL, puis c'était nettement plus avantageux côté argent. C'est de l'argent pas mal que je disais non parce que justement je voulais revenir dans la ligue puis avoir la chance de porter l'uniforme du Canadien, puis c'était comme un rêve de petit gars si tu veux. Puis mais ouais, malheureusement j'ai pas eu la chance de jouer avec le Canadien, puis j'ai quand même eu une saison correcte avec Laval. C'était les débuts du Rocket. C'était la première année. Puis on n'a pas eu une grosse saison en tant qu'équipe. Puis j'avais des choses à changer aussi, moi, dans ma game. Puis j'ai essayé de travailler tout ça. Puis
justement, les coachs que j'ai eu à Laval, ils m'ont aidé énormément là, parce que justement dans le plan de toute l'histoire de revenir dans la Ligue nationale, ils voulaient que je change beaucoup de choses dans ma game, puis j'ai travaillé pas mal là-dessus. Puis ça m'a fait en sorte que j'ai grandi pas mal en tant que joueur. Là. J'ai appris énormément. C'est des choses qu'aujourd'hui encore j'utilise puis que ça allait améliorer ma game en bout de ligne. Là. Mais ouais, ça aurait été le fun que ça finisse avec une coupe de game dans l'uniforme du Canadien, c'est sûr. C'est quoi les trucs qui te manquaient ou que tu devais améliorer pour espérer remonter dans la Ligue nationale un jour? Ben, en fait, c'est des choses que je m'étais vraiment jamais des petits détails que je m'étais jamais vraiment fait enseigner à la base. Là. Quand que j'étais jeune, j'ai été joueur d'attaque jusqu'à l'âge de 14. Fait que dans ma tête à moi, j'étais tout le temps sans être un Chris Letang qui est défenseur ultra offensif. J'ai quand même toujours eu une touche offensive. Mon offensive à moi, c'était j'avais une grosse shot, puis je me basais là-dessus. Puis pour un défenseur, je compte quand même beaucoup de buts par année à cause de ça. Mais c'était des mini détails de positionnement, aussi banal que positionner mes patins d'une certaine façon dans une situation où c'était une situation de 2 contre 1 pour que ce soit plus dur ou peu importe, des positionnements de bâton, positionnement de mon corps en général, puis de comprendre la game en tant que défenseur plus. Les coachs, c'était Donald Dufresne puis Sylvain Lefebvre. Fait que c'était quand même deux bons enseignants. Fait que pour ça, je dis que oui, j'aurais aimé ça que ça finisse dans la Ligue nationale, mais au moins j'ai pris cette année-là pour jouer proche de chez nous. Ça, c'était vraiment une expérience cool. Puis d'apprendre avec ces gars-là. Puis quand tu décides après cette saison-là d'aller en Europe, tu sais, puis de faire le saut, pour toi, est-ce que c'est fini, genre je jouerai plus en Ligue nationale? Est-ce comme un genre de deuil ou non, tu dis je vais peut-être là-bas pour revenir? Comme à quoi tu penses quand tu t'en vas? C'est le dilemme que ben des gars dans ma situation où est-ce que t'as de la misère à avoir des jobs dans la Ligue nationale, puis là ça commence, tu joues dans les mineurs, tu vas jouer dans la Ligue nationale, tu commences à recevoir des offres d'Europe qui sont alléchantes pareil parce que c'est un mode de vie différent, les salaires sont intéressants, t'as d'autres bénéfices aussi de pas payer ton appart, pas payer de char, blablabla. Fait que c'est le package au complet d'Europe il est très intéressant. Là. Mais le plus dur dans tout ça, je pense, c'est vraiment que tu prennes la décision que OK, ben là, je m'en vais continuer à jouer au hockey professionnel, mais j'ai plus d'attache à la Ligue nationale, j'ai plus nécessairement de chance de OK, demain matin, je reçois un appel puis je call up puis là ben j'ai ma chance. Fait que ça c'était dur à avaler ou dur à prendre la décision de faire l'espèce de deuil avec ça. Mais t'en vois dans l'ère moderne là, d'aujourd'hui, t'en vois de plus en plus des joueurs qui vont jouer en Europe et qui font un retour éventuellement. Justement, Chris Wideman avec les Canadiens, c'est un parfait exemple. Mm-hmm. Moi, j'ai passé proche parce que ça fonctionne aussi avec les Hurricanes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis l'histoire de blessures, etc., des mineurs, ça a fait en sorte que j'étais moins heureux, puis c'était pas vraiment ça que je voulais. Il me reste peut-être 4-5 ans, dépendamment de comment je me sens physiquement à jouer. Fait que je veux avoir du fun. Je veux pas. C'est une job, mais je veux avoir du fun. Puis c'est ça. J'avais pris la décision mi-novembre de retourner en Suède où j'ai été l'année d'avant. Fait que puis là, ben, je m'en vais d'une nouvelle aventure en Suisse, fait que ça va être quelque chose de nouveau. Quand tu quittes vers l'Europe, puis que tu es avec Gilles depuis que tu as 14 ans, comme Gilles Lupien, je parle comme agent, comment ça marche avec les agents? Quand tu dis, ben là, je veux un contrat en Europe, tu sais, Gilles, lui, y a-tu les contacts là-bas ou là, il te transfère? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ben, c'est pour ça, en fait, tantôt que je disais que je l'ai eu de 14 à 26, 27, là, Gilles, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contacts en Europe.
Je m'étais renseigné avec plein de gars que je connaissais qui avaient joué KHL, et j'avais demandé pour avoir des contacts pour des agents, parce que la certification pour les agents, c'est différent pour certaines ligues, là. Je veux dire, c'est pas parce que tu es agent en Amérique du Nord que tu peux être agent en Russie ou en Suède ou peu importe. Fait que faut que tu trouves un agent qui représente cette ligue-là en particulier. Il y en a des agents qui font plusieurs ligues en Europe. Fait que j'avais rentré en contact avec un agent. La première année, j'étais avec KHL, puis j'avais rencontré un agent, puis j'attendais vraiment longtemps cette année-là avant de voir s'il y avait quelque chose qui était pour débloquer en Amérique du Nord avant de prendre la décision d'aller à KHL, mais j'avais signé vraiment tard au mois d'août avec Slovan Bratislava, puis c'est ça a commencé ma carrière en Europe de cette façon-là. C'est ça, tu es allé à Bratislava en Slovaquie en premier. Tu jouais avec un ancien choix de première ronde du Canadien que les gens surnommaient le prochain Bob Gainey. Est-ce que tu sais de qui je parle? Chipchura. Exactement, Kyle Chipchura. Ouais. Comment qu'il va? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Lui aussi, c'est un bon bonhomme. Il est un smart au bout. La KHL, on entend des histoires incroyables de cette ligue-là, qui est pour les meilleures et les pires raisons, mais toi, t'as quand même eu la chance de connaître la Ligue nationale, d'avoir des contrats, un contrat one-way, le luxe, c'est un luxe jouer la Ligue nationale, c'est un privilège incroyable, tu t'en rends compte beaucoup après, j'imagine, mais parle-moi un petit peu de la KHL, la langue, être payé cash dans des sacs, tout ça, les avions un peu sketch avec du tape, ses ailes. Comment ça se passait, là, toi, à Bratislava? Ton expérience, comment ça s'est passé? Puis toute histoire connexe de la KHL. Toutes les histoires que tu viens de dire, il y a des choses qui sont sketch pas mal. On avait une mauvaise équipe aussi, fait que ça a rendu l'histoire encore plus moins le fun, si tu veux, encore moins le fun. Il y a eu des problèmes d'argent aussi avec cette organisation-là. Finalement, heureusement, j'ai eu mon argent plus tard, mais en fait, au courant de l'année, j'avais reçu juste 2 paychecks. En Europe, tu t'as payé une fois par mois. Fait que j'avais eu deux mois de paye. Puis le reste de l'année, on n'a pas reçu de paye du reste de l'année. Fait que puis en plus de perdre des games, c'est comme une atmosphère assez démoralisante que tu te dis pourquoi je suis encore ici, là. Mais en fait, il fallait continuer à jouer pour justement pas briser notre contrat, pour pas donner de raison à l'équipe de pas nous payer éventuellement. Mais ça a pris 1 an et demi en cours et tout pour recevoir notre argent. J'ai tout eu en fin de compte, là, mais il devait pas mal d'argent à des joueurs, même ça faisait peut-être 4 ou 5 ans avant moi qu'ils n'avaient pas eu toute leur paye. Fait que il y a eu un changement de propriétaire, puis c'est ça là. Au final, dans le procès de la cour, peu importe, il a fallu que le nouveau il paye toutes les dettes avant d'avoir la propriété de l'équipe. Wow. Mais ça reste quand même une bonne ligue. Je veux dire, le niveau de jeu, c'est vraiment du bon hockey. La ligue en tant que telle, c'est un peu weird parce que la parité dans la ligue, c'est vraiment différent. Tu as des équipes qui sont riches puis c'est les autres qui gagnent à chaque année. C'est SKA. Homs, que c'est toutes les mêmes équipes que tu vois dans le top 4 des finales à chaque année parce que c'est eux autres qui ont le plus d'argent, fait qu'ils payent le plus, fait que les meilleurs joueurs vont là, naturellement, là. Moi, c'était ma première année, fait que c'est une bonne équipe pour rentrer dans la ligue puis justement me faire voir, mais c'était pas l'équipe à gros budget, fait que c'était rock and roll parfois les setups d'hôtels, d'avions, comme tu as dit, puis mais ça reste que c'est quand même une expérience où ce que je vais l'avoir vécu, puis c'est quelque chose de vraiment différent, le choc culturel de aller au restaurant puis être zéro capable de communiquer avec le serveur. Avec mon téléphone, des applications pour traduire le menu, puis juste pointer, puis c'est quand même bizarre, ça. Mais outre tout ça, j'avais eu la chance d'avoir mon frère qui était venu passer comme 5-6 mois avec moi à Bratislava. Fait que au moins
à travers toute la merde qu'il y a eu de pas être payé puis de pas gagner de game, puis j'en ai quand même profité pour avoir une espèce de voyage, si tu veux, avec mon frère en Europe. Là. Fait que ça a été cool pour ça. Wow. T'avais-tu une blonde à ce moment-là? J'avais rencontré une fille de là-bas, de la Slovaquie, pendant cette année-là. Fait que ouais, une blonde slovaque. Ah, ok, c'est ça. Fait que t'as pas eu à amener quelqu'un qui disait qu'est-ce que je fais ici. C'est ça. Non. Ma blonde, c'est mon frère. Ah, c'est ça. T'étais bien géolocalisé. Après ça, t'as quitté vers la Suède. Est-ce que tu aurais voulu rester en KHL? Parce qu'il faut l'avouer, la KHL, c'est quand même beaucoup plus payant là, que certaines autres ligues en Europe. Est-ce que c'était un choix, la Suède, ou c'était-tu à cause de ton aventure de pas être payé, que tu voulais pas t'investir avec une autre équipe, ou tu aurais joué pour te rester en KHL, mais c'était pas possible? Comment tu t'es venu à aller en Suède? Ben, c'est sûr qu'avec cette année-là, l'expérience KHL, pour moi, ça a été rock and roll, puis ça m'a quand même donné un goût amer pareil, là. Fait que c'était pas que j'avais peur, là, mais c'était comme, je vais-tu vraiment risquer de retourner dans une autre équipe puis de vivre une affaire semblable ailleurs? Puis veux pas, le style de vie en Suède comparativement en Russie, c'est complètement différent, parce que je pouvais parler au monde, le monde en anglais en Suède, tout le monde parle en anglais, fait que c'est facile, puis c'est une bonne ligue aussi. De plus en plus, tu vois des Suédois se faire repêcher, la ligue est vraiment bonne. Fait que, oui, côté argent, j'aurais pu faire plus, puis je continue encore à recevoir des offres de KHL, même encore avant que j'ai signé en Suisse. Mais c'est le train de vie, pareil. Je veux dire, faire plus d'argent puis être misérable pendant 10 mois, c'est long, 10 mois quand t'es pas de bonne humeur, puis c'est pas capable de parler à personne, ça fait vraiment long. Mais fait que ça a été un mix des deux. Ça a bien tombé aussi que l'équipe que je jouais pour en Suède, c'était une bonne équipe. Puis j'étais bien, puis le style de vie c'était cool. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision de rester là. J'ai quand même joué là 3 ans. Là, fait que, plus d'argent en Russie, faut-il encore que tu sois payé? Ça, c'est pas une chose faite. Ouais, exact. Ben oui, c'était quand même régler plusieurs années. Là, l'équipe qui a comme un logo qui n'est pas sans rappeler les Oilers, mais version suédoise. Les Oilers verts. Vert, exact. T'es quand même resté là longtemps. Hein. Souvent, les imports, ça change tellement rapidement. Il y a un taux de roulement tellement élevé, mais t'es resté là quand même avec une belle stabilité. T'as eu la chance aussi de croiser des gars qu'on connaît maintenant un petit peu plus, mais t'as joué avec un jeune Nils Höglander, qui est maintenant un gars de très, très petit, un genre de hobbit avec des skills, mais qui est rendu à Vancouver. Est-ce que tu te souviens de lui comme joueur quand tu as joué avec? Ouais, vraiment. C'est les choses qu'il est capable de faire avec une puck, lui, c'est encore à rien comprendre. Les buts qu'il a scorés, il avait scoré les buts Lacrosse, là. Il était ultra créatif avec le puck. Je pense qu'il en avait scoré un avec nous durant la saison, puis après ça, il avait scoré un au championnat du monde junior. Puis il essayait des affaires dans des situations de match où c'était comme ça me passe même pas par la tête de penser à essayer une affaire de même, des bâtons entre les jambes, à faire des passes, c'était spécial à voir, là. Ça marchait pas tout le temps, là. Mais ouais, il était créatif, puis les habiletés qu'il est capable d'avoir avec la rondelle, c'est pour ça qu'il joue dans la Ligue nationale, là. Mais c'est un gars qui est ultra travaillant, puis quand j'ai joué avec, il avait 16 et 17. Wow. Puis il jouait avec des pros, puis il était capable de faire ces affaires-là avec nous autres. C'était impressionnant. Mais c'était quand même un des gars les plus forts dans le gym, malgré sa petite stature, puis un des derniers tout le temps à débarquer de la glace, puis il pratiquait tout le temps ses foleries avec la puck pendant des heures et des heures. Il vient de vraiment d'une petite place au nord complètement de la Suède. Là. Je pense que pour lui, le hockey, c'était sa façon de sortir de là. C'est un travaillant. Parlant de jeunes de 16-17 ans, tu as joué aussi avec un très jeune Marco Kasper, même pas son année de draft avant. Parce qu'il était drafté cet été, tu étais là à Montréal quand il est sorti à Détroit, 10-12, en tout cas dans ce coin-là. 8? 8?
Bon, tu vois, encore plus tôt que je pensais. J'avais croisé d'ailleurs le head scout des Red Wings que j'avais rencontré en Suède il y a une couple d'années, puis on en a jasé un peu. Il l'aimait vraiment, il le regardait, ils l'ont beaucoup suivi cette année. C'est un centre. Les Red Wings voulaient absolument un centre. Je sais que tu as joué avec lui, il était un petit peu plus jeune, mais parle-nous un petit peu de Marco Kasper, parce que je sens que là, les gens ne connaissent pas encore, mais dans une couple d'années, ils vont le connaître assez bien. Ouais, c'est pas un gars... Mettons, on parlait de Nils. Je peux pas le comparer à Nils où ce que tu dis que Nils, clairement, côté habileté avec les mains, c'est épouvantable. Marco, je peux pas dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais on dirait qu'il est bon dans tout. Puis il est pas nécessairement si gros que ça non plus. Puis il joue avec de la grit là un peu, genre Peter Forsberg, dans ce style-là, genre Peter, il était quand même gros, là, mais même genre de, tu sais, il coupe au net, puis il a pas peur d'aller au net, il a pas peur d'aller dans un coin, puis pour un petit gars de skills, il joue la game de la bonne façon, puis comme Nils aussi, là, il a joué avec des adultes à vraiment bas âge, puis il paraissait bien, puis c'est impressionnant de voir des gars de cet âge-là de jouer avec des pros, puis d'être capable de bien paraître. Là, c'est fort parce que moi, si je me retourne quand j'avais 16 ans, puis jouer dans la Ligue de la Suède, je suis personne. Je serais pas capable de jouer dans cette ligue-là. Fait que ça m'impressionne de voir des jeunes de cet âge-là jouer avec nous autres. Si tu vois, cette année, tu as joué dans la Ligue américaine pour les Wolves, tu as joué à Rugby, puis tu as joué à Djurgårdens Gardens dans la même année? Ouais, je me suis promené. En fait, c'est ça. Au début, avec les Wolves, je m'étais blessé, puis là, la Ligue américaine, ça a changé énormément aussi de quand moi j'avais commencé. Là, quand j'avais commencé, c'était pas nécessairement une ligue à développement tant que ça. Là, t'as beaucoup moins de vieux joueurs, c'est vraiment juste des jeunes, puis ils essaient de développer des joueurs, puis ça va en lien avec la Ligue nationale aussi que à cause du cap salarial, les gros salaires, ben les équipes faut qu'ils produisent puis qu'il faut qu'ils patchent les trous avec des petits salaires des jeunes joueurs. Là. Fait que t'en as beaucoup des gars qui montent dans la Ligue nationale à cause de ça. Fait que faut que tu draftes bien puis faut que tu développes bien pour fait que la Ligue elle sert à ça maintenant. Fait que ouais, je m'étais blessé, puis pendant ce temps-là, le temps que j'ai manqué, ben là, il faisait jouer les jeunes, puis les jeunes ils ont bien fait. Fait que là, moi, quand je suis revenu, je jouais moins, puis j'étais moins utilisé. Finalement, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas autant heureux à jouer dans la Ligue américaine. Puis je faisais nettement moins d'argent que quand j'étais en Europe. Fait que avec une pause de réflexion, j'ai pris la décision de retourner en Europe. Puis là, j'ai eu encore la malchance de me blesser en arrivant. Fait que on dirait que dans leur tête à régler, j'étais plus le même joueur que j'étais l'année d'avant. Puis là, on dirait que j'ai voyé venir avec eux autres, ils cherchaient un défenseur droitier, moi je suis gaucher, fait que là, j'ai voyé venir au bout de la ligne, puis eux autres, ils voulaient essayer de gagner cette année. Fait qu'on s'est entendu que je prenais une autre direction, puis que j'étais juste pour les libérer de mon contrat pour aller jouer ailleurs, puis je veux pas, comme j'ai dit tantôt, je veux jouer avec pour avoir du fun, puis de me sentir aimé ou voulu. Là. Fait que c'est ça, j'ai fini à Djurgården à la fin de l'année. Oui, où le champion compteur de l'équipe était Marcus Sorensen, anciennement des Sharks. C'est fou, tu sais, de gars de 3-4e ligne dans la Ligue nationale à top scoreur dans la Ligue suédoise. Comment ça se fait que... Tu sais, je pense que ça va en dire long sur le style de jeu des ligues respectives, là, mais quand ça fait qu'un gars qui est parti de la Ligue nationale, alors qu'il a déjà fait des saisons, tu sais, je pense, de 30 points, puis qui avait quand même une belle carrière dans la Ligue nationale, il s'en va dominer, tu sais, d'une certaine manière, un peu dans la Ligue suédoise. Qu'est-ce que ça dit sur le style des ligues? Comment ça se fait qu'un gars qui domine en Suède et c'est à 3, c'est à 4 dans la Ligue nationale? Ben, le niveau de talent dans la Ligue nationale, s'il n'y a pas de ligue qui peut comparer à ça, là, je pense que Marcus, oui, c'est un gars de 3e, 4e ligne, mais reste que c'est un gars qui a énormément de skills.
peut-être moins que quand il jouait Joe Thornton, Patrick Marleau, tous ces gars-là, Logan Couture. Fait que veut pas, il tombe dans le roster. Puis son rôle, il était pas pantoute la même affaire. Là. Je pense pas qu'il jouait de power play. Je pense que c'était un gars qui jouait défensif, puis justement des situations défensives. Son rôle a complètement changé. C'était le go-to guy avec cette équipe-là, puis c'était lui qui renait le power play. Fait que c'est sûr que côté statistique, il va avoir des opportunités de produire pas mal plus que dans la Ligue nationale. Puis veut pas, comme j'ai dit, la Ligue suisse, la Ligue de la Suède, c'est vraiment bon, mais c'est comme des joueurs qui tu comprends pas nécessairement qui dominent la Ligue américaine, puis quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ils font rien. Fait que c'est un peu le même genre de choses là. Tu peux comparer un peu la Ligue américaine à la Ligue de la Suède. C'est à peu près le même niveau de jeu. Fait que c'est un peu le même principe qui se passe avec ces ligues-là aussi. Là. Un gars de la Ligue nationale je sais pas, je pense qu'il doit avoir 200-300 games de jouer dans la Ligue nationale. C'est un gars de la Ligue nationale, puis il dans la Ligue américaine, puis tu lui donnes du temps de jeu, puis il va pas jouer, il veut pas. Là. Parlant de prospects, tu as joué cette année, avec à Kew Gardens avec Will Eklund, parlant des Sharks, hein, Sorensen. Will Eklund qui était un haut choix des Sharks, qui est quand même assez fort, que je trouve quand même assez bon. Parle-moi un petit peu de lui. Quel genre de joueur tu penses va être dans la Ligue nationale? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour avoir une solide carrière? Je pense parce qu'il est supposé être top 6, là, parlant de... Ouais, ben il est extrêmement talentueux. Il est vraiment rapide comme joueur. Je pense que c'est ça sa plus grosse force. Puis un excellent patineur. Je pense que c'est pour ça que lui non plus, il est pas nécessairement gros. Mais pour un gars, lui aussi, il joue quand même un peu le même style que Marco Casper, où ce que il va dans les coins, il travaille fort, puis sauf qu'il est meilleur patineur que Marco, je pense. Mais j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner dans... C'est ça la question aussi que beaucoup de monde se pose, la différence de la glace, grosse glace, petite glace, pour un joueur comme lui qui est bon patineur. La grosse glace, ça l'avantage énormément. Là. Mais j'ai hâte de voir. De ce que je me souviens, il avait fait son tryout de 9 games avec les Sharks avant de retourner à Kew Gardens, puis je pense que ça avait vraiment bien été. Fait que, c'est un joueur qui est vraiment intelligent et talentueux. Fait que je pense que s'il est bien entouré, bien coaché, ça va donner quelque chose de vraiment intéressant. Là. Fait que je suis pas vraiment inquiet pour ce gars-là. Parlant de tes coéquipiers, si t'étais au repêchage, je sais pas si tu l'as félicité, mais Jonathan Lekkerimäki est sorti 15e à Vancouver. Puis notre scout maison, André Sultan, puis Charles Pellerin, il l'avait 5e sur sa liste. C'est à ce point-là qu'il l'aimait. Peut-être un peu plus que la moyenne et qu'il l'adorait. D'ailleurs, quand le Canadien a changé le 13e pick qu'ils ont eu contre Manov, il était comme... Est-ce que ça me semble un bon fit. Kirby Dach ou Lekkerimäki? Tu sais, les gens disent on va comparer Dach à Romanov, mais la question c'est peut-être Dach à Lekkerimäki. Si tu avais pu prendre ce joueur-là, évidemment, Lekkerimäki, je pense pas qu'il est sens, il est allié, mais j'entends Lekkerimäki. Parle-moi un petit peu de lui. Tu l'as vu de proche cette année. Est-ce que c'est le genre de gars qui pourrait être un top 6 swinger dans la Ligue nationale? Je pense que oui, lui aussi, c'est impressionnant. C'est pas un gros bonhomme, puis ça fait moi, comme je t'ai dit, ma force, c'est je trouve pas que la plus forte que la majorité du monde. Puis c'est une des choses qui m'a choqué le plus quand je l'ai vu pour la première fois, c'est pour un petit bonhomme. Le gun est loadé assez pas pire, fait que puis ce qui est bizarre en plus, c'est que, tu sais, je veux dire, les différents joueurs jouent avec des flex, je sais pas, des 75 flex, des ci, des ça. Mais lui, son bâton, son shaft, c'est junior. Fait que c'est, oh my God. C'est tout petit, là, c'est bizarre, là. Mais puis je pense que c'est un flex, j'ai jamais vu ça. C'est un bâton pour enfants carrément, mais clairement, il sait comment l'utiliser parce que ça fait longtemps que j'ai vu un gars qui shoot le puck comme lui. Puis lui aussi, c'est un bon patineur. Puis
il est très habile aussi, fait que je pense qu'il va bien faire aussi. Mais moi aussi, je pensais qu'il était pas sorti plus haut que ça dans le draft. C'est un bon pick des Canucks, justement, à ce rang-là. Je pense que je me souviens plus c'est qui. Je pense que c'est sur 32. Je me souviens plus quel spécialiste qui a dit si j'étais les Canucks, je courrais jusqu'au podium pour dire son nom en voulant dire je peux pas croire qu'il est encore là. Tu sais, comme c'est un petit peu un vol, tu sais, à ce stade-là, mais Caulfield est tombé 15e, puis même chose cette année-là, Charles avait 5e sur sa liste. Puis des fois, tu dis, garde, vous le voulez pas, on va le prendre. Parlant de bâton junior, Johnny Gaudreau fait ça aussi. Johnny Gaudreau, il joue avec un manche junior. J'étais allé dans le vestiaire à Calgary, j'avais reçu au podcast Martin Gélina, je sais pas si c'est un ancien joueur du Ligue nationale. Il est rendu coach à Calgary. Un beau nom de famille. Oui, c'est ça, vous êtes pas reliés. Vous n'êtes pas reliés, j'imagine. Il y en a pas mal des Gillinas. Et il nous a amené dans le vestiaire, il a dit, regarde le petit bâton à Johnny, un bâton pour enfants, mais écoute, il semble s'en être tiré assez bien avec le contrat qu'il vient de signer. Je pense que finalement, il est capable de l'utiliser. C'est-tu cette année que tu as joué avec la plus récente acquisition du Rocket de Laval, Émile Poirier? Ouais, j'ai joué. Lui aussi, ça a été une addition à la fin de l'année avec Drew Garden. Est-ce qu'il t'a appelé avant de signer à Laval? Non, je savais même pas. Je savais même pas qu'il avait signé. Ah ouais? Ouais. Ouais, il vient de signer avec le Rocket de Laval il y a quelques jours. OK. Bon, ben tant mieux pour lui. Justement, il savait pas qu'est-ce qu'il était pour faire l'année prochaine avec soit rester en Europe ou revenir ici. Tant mieux pour lui. Après ton escapade suédoise, qu'est-ce qui t'a amené vers la Suisse? Est-ce que c'est toi qui voulais aller dans cette ligue-là? Parce que c'est quand même une ligue, la Ligue nationale est vraiment super, là, tu sais. Ou c'est eux qui sont venus te chercher? Comment ça est venu? Ça faisait, la Ligue suisse, c'est probablement la ligue la plus dure à rentrer en Europe, là, à cause du règlement du nombre maximal de joueurs importés. Ouais. Je pense que si un joueur qui part de l'Amérique du Nord qui s'en va en Europe, c'est la ligue que tu veux rentrer. Puis je connais des gars qui sont là depuis des années. Là. Je pense à Maxime Noreau qui a une carrière assez... ça fait 10 ans, je pense, qu'il est en Suisse. Côté argent, côté lifestyle, côté style de jeu, je pense que c'est le meilleur dans tout. Là. Côté voyagement aussi, pardon. C'est vraiment facile. Fait ça faisait longtemps quand même que je voulais rentrer là, mais c'est dur quand même parce que c'est soit que tu as été un gros joueur dans la Ligue nationale ou faut que tu aies fait tes preuves en Europe. Puis là, j'en étais ça va être ma 4e saison. Fait que là, je veux pas, j'ai fait mon nom en Europe. Mais ça a quand même été spécial à travers mon année de changement d'équipe plusieurs fois. J'ai mis dehors mes agents parce que au même moment où j'avais décidé de retourner en Suède, j'avais été clair que je voulais rentrer dans la Ligue suisse pour l'année suivante parce que mon contrat était à terme cette année-là. Puis à chaque mois, je demandais des nouvelles, puis savoir parler de ça des équipes, y a-t-il des équipes intéressées, puis il y avait rien qui se passait, puis c'est ça. À un moment donné, je me suis impatienté, puis j'ai commencé je les ai mis dehors, puis j'ai commencé à appeler les équipes par moi-même, puis je m'étais mis ami avec Nino Niederreiter au camp des Hurricanes. Ouais. Je l'avais contacté, puis il y en a pas des millions de Suisses qui jouent dans la Ligue nationale, fait que c'est un gros nom au hockey pour ce pays-là. Fait que j'ai demandé s'il y avait des contacts, puis c'est comme ça que ça a commencé en fait. Après ça, j'ai commencé à contacter les équipes par moi-même, puis j'en suis venu à une couple d'équipes qui étaient intéressées, puis au bout de la ligne, il y avait 2 équipes qui m'avaient fait des offres, puis là, j'ai relancé les 2 équipes, puis j'ai négocié toute la chose par moi-même, puis j'ai réussi à m'entendre pour 2 ans avec l'équipe de Berne. Wow! Mais attends, ça, c'est quand même vraiment fascinant que tu as dit papa, il va conduire le bateau lui-même, là, tu sais, parce que qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur le métier d'agent, dans le sens que tu t'es dit, OK, eux, dans le fond, est-ce que tu as réalisé que dans le fond, il travaillait pas pour toi, là, il avait pas fait d'appel, il avait pas poussé ou Ben, c'est dur à dire parce que
je peux pas vraiment me prononcer. En même temps, je veux dire, les agents, ils travaillent là, mais j'ai l'impression que en Europe, t'as comme une liste de tes clients. Ça, c'est mon idée personnelle à moi, là. Fait que, mettons que dans ton agent, tu mets tes plus gros noms, puis là, t'essaies de placer ces gars-là. C'est eux qui vont te rapporter le plus d'argent, veux pas. Fait que là, ça va de fil en aiguille, puis c'est lui qui va faire le plus d'argent à l'agent. Éventuellement, ben c'est lui qui va avoir la job. Ça veut pas nécessairement dire que c'est le best fit ou le meilleur scénario pour toi en tant que tel. Fait que je sais pas, je m'entendais pas sur la façon que l'autre fonctionnait, puis quand même bien que je recevais un offre de la Ligue de l'Italie, ben moi je voulais le savoir, puis c'était à moi de prendre la décision si je veux prendre cette offre-là ou pas, puis c'était pas comme ça que lui il fonctionnait. J'avais aucun update, fait que je me suis impatienté, puis c'est là que j'ai dit ben crime, ça fait quand même ça va être ma 12e année professionnelle, fait que mon nom au hockey est quand même fait dans un sens là, fait que si j'appelle une équipe puis ils savent je suis qui, fait que là, je me suis dit ben crime, j'ai rien à perdre. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé à envoyer des emails, j'ai des textos, des appels. Où il y en avait des équipes que carrément il y avait déjà leur gars signé pour l'année d'après, ou il y en avait qui étaient pas intéressés, ou il y en avait qui cherchaient des joueurs d'attaque ou peu importe. Puis comme ça, j'ai fait toute la liste des équipes. Puis c'est ça, j'ai pogné peut-être 4 équipes qui étaient intéressées, puis j'ai négocié ça. Mais ouais, c'était quand même un peu épeurant, si tu veux, de me dire bon ben j'essaie ça par moi-même. Là. Comment t'as trouvé ça? On n'est jamais mieux. Ouais. Ben j'ai trouvé ça cool honnêtement parce que t'as pas de quand un agent parle avec un GM, tu peux pas vraiment savoir nécessairement tout ce qui s'est dit puis comment que ça se déroule. Fait que la bonne vieille expression qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, c'était quand même ça. Là. Je veux dire, je l'entendais de mes propres oreilles. Ben non, nous on n'est pas intéressés, ou non, nous peu importe. Fait que j'avais l'heure juste, puis c'est juste ça que je demandais moi à ces gars-là. Puis c'est drôle parce que justement tantôt tu parlais de Gilles Lupien, puis j'ai toujours resté proche avec Éric. Puis justement cet été j'ai commencé au funéraire à Gilles. En fait, c'est là qu'on a commencé à parler de ça, comme quoi que c'est Éric qui a repris l'agence à Gilles. Puis il m'avait comme lancé ça de même là, sans trop de sérieux. Ça me prendrait un gars comme toi pour m'aider plus tard dans l'agence. Puis cet épisode-là de mettre mon agent dehors puis faire tout par moi-même, on dirait que ça m'a fait j'ai quand même aimé ça, faire ça. Puis dans mes ligues avec mes chums, j'ai des ligues fantasy, puis c'est quand même le fun de regarder les stats, comparer les joueurs, blablabla. Fait que tout ce game-là, je pense que j'aime ça, puis ça m'intéresse. Fait que cet été, j'ai commencé tranquillement pas vite à travailler avec Éric, puis rencontrer des familles, des jeunes joueurs, puis apprendre comment que l'autre côté, justement, d'être agent, ça fonctionne. Fait que ça a comme débouché, si tu veux, un d'après-carrière. Wow! Une chose amenée à l'autre. Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale? Tu sais, Ben, c'est pas nécessairement... Moi, j'aimerais pas... J'ai dit ça à Éric, c'est pas nécessairement de vouloir négocier en tant que tel ou être agent, vraiment de m'occuper. C'est sûr que je voulais être coach ou rester dans le domaine du hockey dans un sens, mais quand j'ai dit tantôt qu'Enrico c'était l'associé de Gilles, ben lui sa job c'était plus il venait voir mes games, puis c'était comme mon coach personnel, si tu veux, de me dire ce que lui voyait, puis d'avoir un autre opinion un outsider que mes coachs. Fait que j'aimerais ça être ce que lui faisait pour moi, dans le fond, d'être une espèce de mentor, coach, associé. Puis déjà, là, cet été, Éric, on se parle souvent, puis il me demande mon opinion, juste d'avoir aussi un autre vue de certaines choses. Fait que c'est ça. Fait que je commence tranquillement à apprendre. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans le processus de dénicher un contrat en Suisse? Tu sais, le processus de parler avec les équipes. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans tout ce processus-là?
te faire dire que non, on n'est pas intéressé directement, c'est quand même sur le coup, t'es comme ouais, ok, ça fait ça, mais c'est la même chose que si tu vas faire une entrevue pour une job puis le gars il te rappelle jamais. C'est pas vraiment différent, même que c'est la même chose si tu veux. Mais je pense que c'est ça le plus dur. Après ça, le côté négociation de chiffres ou quoi que ce soit, c'était pas de temps compliqué là, parce que j'avais dit un peu les chiffres que moi j'espérais avoir aux équipes. Puis dès que j'en ai eu une offre, j'ai en fait contacté l'autre équipe. Puis c'est comme ça. Après ça se relançait d'un bord puis de l'autre. Puis au bout de la ligne, quand que j'avais les deux offres finales, que les deux équipes ils pouvaient pas monter plus que ça, en fait j'avais eu une offre avec plus d'argent dans une plus petite ville. Puis Ruglet, c'était une petite ville, fait que j'avais quand même fait mon temps dans une petite ville. Je voulais avoir une plus grosse ville, puis avoir quelque chose à faire. Puis l'emplacement de Berne aussi, côté voyagement, je commence à être tanné des fois de faire des rides d'autobus, fait que ça l'aide quand même. Fait que en tout et partout, c'est ça, j'ai pris un petit peu moins d'argent pour aller dans une plus grosse ville, puis de quelque chose de plus attrayant. Fait que c'est ça. Mais les chiffres, comme je te dis, c'était pas ça qui était le plus compliqué. Est-ce que quand parce que tu as cherché un contrat de 2 ans quand même, qui est pas rien. Ouais. Est-ce qu'au début, tu as pitché du 3, du 4 ans, mais en même temps, tu n'as pas l'expérience dans la ligue, là, ça dure à aller chercher, mais est-ce que c'est dire que tu t'essayes de pitcher 10% plus d'argent que ce que tu veux, puis plus de termes? Comment tu as approché ça? En Suisse, pour être bien honnête, je pense que c'est vraiment rare pour des importés des contrats de plus que 2 ans. Là. Je pense que c'est un ou deux. Évidemment, si mon plan, je sais pas si c'est quelque chose que les autres seraient ouverts à ça, mais mon plan, moi, personnellement, c'est si j'ai un bon début de saison puis que j'aime ça là-bas, j'aimerais ça leur parler de rajouter une année de contrat pour que ça en devienne un contrat de 3 ans total, si tu veux. Mais ouais, c'est rare dans cette ligue-là, des contrats à long terme. J'avais vu en Suède, t'en vois des 3 ou 4 ans des fois, mais encore là, c'est plus rare. C'est plus pour des joueurs locaux que c'est des long termes. J'ai vu dans mon équipe, il y a des gars qui sont signés jusqu'en 2027. Fait que c'est des Suisses, là, je parle. Là. Ouais. Fait que c'est... Ouais, dans le fond, j'ai négocié un peu le terme au début, parti d'1 an. Là, j'ai dit, moi, je cherche 2 ans. Fait que là, on s'est entendu pour ça. Puis, je veux pas, à cause du fait que j'ai pas d'agent en Europe, les frais d'agent, c'est 6%. Fait que c'est quand même beaucoup, là, que ça, côté négociation de salaire, j'avais pas ça à compter dans le calcul. Fait que ça fait une grosse différence. C'est que, c'est avantageux pour moi puis pour l'équipe aussi, pour rejoindre le chiffre que moi j'avais en tête. Les agents, excuse-moi, les équipes, quand tu les contactes, comment ils réagissaient, les GM ou les propriétaires? Oui, allô, c'est qui? C'est Eric Gélina, tu sais. L'agent? Non, c'est moi. Comment qu'ils réagissaient? Hey, il nous appelle, lui. C'est pas habituel quand même. Ouais, en fait, l'équipe de Berne, je réussissais pas à trouver le numéro du GM nulle part. J'avais juste trouvé son email. Fait que j'avais envoyé un email, j'ai expliqué ma situation, qui j'étais, puis mon intérêt envers la ligue, puis en tout cas un long email. Puis par la suite, il m'avait répondu, puis là, il m'avait donné son numéro, puis là, on s'était parlé au téléphone. Mais c'est une des premières choses qu'il m'a dit au téléphone, c'est que quand il a lu mon email, à la base, j'étais déjà sur leur liste de target joueurs intéressés. Oh, mon Dieu. Fait que ça l'aide. Mais le fait que par moi-même, j'ai démontré l'intérêt puis que je suis allé de l'avant pour les contacter, il m'a dit justement au téléphone, il dit, dès que tu m'as envoyé l'email, je suis descendu dans le bureau du coach puis j'ai dit Eric Gélina vient de m'envoyer un email puis fait que là, il a fait toute la chose. Fait que je pense que ça a donné une bonne impression que je voulais venir puis que je voulais jouer pour eux autres. Fait que ça a été ça la réaction de lui. Fait que je pense que ça a été très positif. D'autres ils se demandaient pourquoi que c'est moi qui contactait directement.
ou comme j'ai dit, il y en a qui c'était vraiment carrément des textos très secs, là, dans le sens que non, on a déjà nos imports pour l'année prochaine ou peu importe. Fait que, c'était différent pour chacune des équipes. Dans les négociations, des fois, ça peut devenir tough parce que la personne dit non. Ils vont dire à un agent, non, toi, tu vaux pas tant parce que regarde tel comparatif, tel gars, ta. Puis, tu te fais dire des affaires, des fois, qui peuvent être assez mean, des négociations parce que c'est une business, t'sais. Est-ce que c'est arrivé dans cette fois-ci où tu n'as pas le buffer de l'agent qui encaisse les commentaires négatifs sans t'y relayer parce que c'est pas nécessaire? Est-ce que tu t'es fait dire des affaires, non, toi, tu vaux pas plus que ça, fait que c'est tant? Est-ce que tu t'es fait dire des affaires que tu te fais, c'est un petit peu confrontant, là, dans la négociation? Pas tant, dans le fond. J'avais parlé justement avec Max Noro, je connais Alex Grenier aussi qui est dans la ligue depuis 2 ans, ça va être sa 2e année, fait que je connaissais à peu près puis eux, ils savaient les salaires de certains imports aussi, fait que je savais à peu près dans quel range les gars faisaient, fait que je pouvais me baser un peu là-dessus, puis en parlant avec le GM de notre équipe, les joueurs qui avaient signé, Chris Di Domenico qui a joué Vulture. Ouais. Je savais ses salaires à lui, fait que c'était un peu comme ça, c'est comparatif, sans nécessairement me comparer à d'autres défenseurs, si tu veux. C'était comme, moi, je donne à mon meilleur joueur de temps, fait que moi, je peux pas te donner plus que ça. Mettons, c'était plus dans cette optique-là. Mais ça m'est arrivé une fois que c'était awkward, mais c'était quand que je négociais mon premier contrat One Way avec les Devils. J'avais hold out jusqu'à la journée avant le camp d'entraînement pour signer ce contrat-là. Puis finalement, j'avais pas eu une scène de plus. Mais les Devils, cette année-là, le draft était à Philadelphie, puis on avait entamé. Cette année-là, j'avais pas le droit à l'arbitrage. Fait que j'étais comme menotté un peu dans tout ça, là. J'avais eu ma meilleure saison en carrière, c'était l'année où j'avais eu 29 points en 60 games. Fait que mes comparatifs, c'était des Danny DeKeyser qui avait signé 4 ans pour 8 millions, fait que 2 millions par année. Je me souviens pas des autres joueurs exacts, là. Je pense que c'est Patrick Werkotch qui avait signé une affaire semblable à 2 millions aussi. Puis c'était ça nos chiffres que nous on se comparait dans le fond. Puis au bout de la ligne, j'ai signé 1 an à 900 000 avec les Devils. Puis fait que c'était vraiment loin des chiffres à qui me comparer. Mais les Devils m'avaient fait venir avec Gilles à Philadelphie pour rencontrer Lou Lamoriello. Puis là, j'étais assis dans la chambre d'hôtel avec Lou puis Gilles. Puis c'était là que je pouvais me fondre dans la tapisserie dans le mur. J'aurais aimé ça parce que c'était awkward de les voir s'astiner les deux. Ben non, ça c'est ses comparatifs, ça c'est ses chiffres, puis ci, puis ça. Puis après ça, lui, il disait, ben non, il est pas capable de faire ça. Il y a de la misère à faire ça. Ben, je disais, fuck, je peux-tu partir d'ici? Attends, je suis pas besoin d'être ici, je servais à rien. Ouais, puis fait que finalement cette conversation là, ça avait pas mené à rien parce que comme je te dis, l'offre initiale c'était 900 puis j'avais signé 900 au bout de la ligne parce qu'il m'avait dit si tu signes pas ce contrat-là, tu joueras pas cette année. Fait que j'ai dit bon ça va être ça. Là. S'il y a une chose qu'on a appris avec les années, c'est que Lou Lamoriello a toujours le gros bout du bâton. C'est une chose qu'on a exact. appris. Il est assez stiff dans ses négociations. C'est le contrat d'après que tu as eu 2 fois 1 point... Ouais, j'avais signé 2 ans, 3,15, une affaire comme ça, je pense. Fait que tu avais eu 1 point kek pour 2 ans, le contrat d'après. Ouais, mais quand t'as pas ce contrat-là, c'était avec Ray Shero. Ah, OK, c'est que c'était plus Lou là, qui était là. Lou était rendu président, si je me trompe pas. OK. Parce que quand t'as pas d'arbitrage, tes moyens de négociation sont limités. Là, t'as comme pas de ressources. T'as aucun pouvoir. Parce que si tu vas en arbitrage, l'arbitre il va te dire il vaut tant, puis l'équipe est obligée de te payer ça. T'sais. C'est pour ça qu'il exact. C'est là que mes comparatifs d'année de Kaiser, c'est ça, le contrat qu'il a signé s'est arrêté dans ces eaux-là. Là. Fait que j'avais le très petit bout du bâton cette année-là. Et Gilles, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit signe, t'as pas le choix.
Ben ouais, en fait, tu sais, je venais juste de jouer 1 an. C'est pas comme si j'étais établi depuis, exemple, un jeune qui a joué son entry level au complet dans la Ligue nationale, puis là, il n'y a pas l'arbitration, l'arbitre encore, fait que lui a un peu plus gros pouvoir. Là. Exemple, je sais pas, là, je nomme Brady Ketchuk, par exemple, que lui a signé un long term. Si c'était pas ça, ben il aurait quand même eu 3 ans derrière de la cravate pour dire ben OK, c'est ce joueur-là que je suis, puis j'étais à bas âge encore. Fait que moi j'avais juste 1 an. Fait que mon pouvoir de négociation ou ma réputation, si tu veux, était pas tant établie. Fait que dans ma tête à moi, je voulais juste rester dans la ligue puis jouer dans la Ligue nationale. Fait que c'est ça, là, on s'est entendu, bon ben ça va être ça, puis je vais prendre l'opportunité de jouer une autre saison dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu te souviens-tu, c'était quoi exactement que Lou Lamoriello, dans quoi il te trouvait poche? T'étais comme, mon Dieu, ça va me marquer au fer rouge. Sais-tu qu'est-ce qu'il te reprochait? Ben, quand j'avais été rappelé cette année-là, les Devils, ils marquaient pas beaucoup de buts, puis on dirait que quand j'avais été rappelé, l'espèce de message qu'ils m'avaient laissé entendre, les coachs, c'était ben t'as le green light, puis produit de l'offensive, puis j'avais été donné premier power play, puis tout allait bien, puis je jouais bien aussi, mais mettons sans nécessairement être un désastre défensivement ou quoi que ce soit, vu que je produisais, ben mon côté défensif il était overlooked un peu, puis ça les dérangeait pas. Là après ça il y a eu les changements de coach, puis là c'est là que j'ai eu Scott Stevens, après ça j'ai eu John Hines, puis là les autres mettons ils regardaient plus le côté défensif, puis là je jouais moins de power play, fait que là mettons je produisais moins offensivement pour camoufler défensivement. Fait que là c'est ça en fait, Lou il me comparait à des gars qui étaient plus défensifs, parce que cette année-là justement Danny DeKaiser il y avait, si je me trompe pas, comme 19 points en 68 games, puis moi, j'en avais 29 en 60. Puis il a signé 8 millions, fait que c'était ça j'étais comme, je veux dire, je veux bien me comparer puis me dire que lui est meilleur que moi défensivement, mais j'ai apporté plus que lui offensivement, parce que c'est la chose de la business, mais ouais, c'était mon côté défensif plus tard qui me critiquait. Lou, Gilles te l'a sûrement compté, il nous l'avait compté au podcast, mais quand il avait signé le contrat à Martin, il avait offert un contrat à Martin, Martin était moins payé que ben des goalers dans la ligue. Puis Gilles était comme, on peut pas signer ça, Martin, c'est une vraie honte. Puis il était comme, Martin, le cœur sur la main. Non, mais tu sais, Lou, c'est un ami. Il est comme, non, mais c'est une business. Il veut juste faire l'argent. Puis ça avait fini, finalement, c'est sûr que tu dois le savoir, mais ça a fini que Gilles a dit, moi, je peux pas signer ce contrat-là, Martin. Je peux pas mettre mon sceau là-dessus. Je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Puis finalement, il s'était juste amicalement séparé. Puis Martin a dit, bon, je vais le signer de mon côté, pas de problème, tu sais. Mais Gilles était comme, t'as pas de sens. C'est Martin Brodeur, puis tu prends ce contrat-là. Cristobal Huet était plus payé que Martin Brodeur à Chicago, là, tu sais. Je veux dire, tellement de goalers était plus payé qu'un futur Hall of Famer, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Lou Lamoriello, je pense qu'il est parti de Toronto parce qu'il voyait les contrats s'en venir de Matthews puis Marner, puis il dit, les petits gars vont pas aimer mon ton, je pense. Fait que finalement, il est allé à Long Island. Ouais, je me souviens de cette histoire-là, certain. Non seulement que une des choses, tu sais, je disais que Gilles, il travaillait pour avoir le meilleur pour tous les joueurs, puis il voulait que tout le monde soit équitable. Ben, je veux pas, si le meilleur goaler de la Ligue nationale il signe à ce salaire-là, ben tous les autres qui ont eu des bonnes saisons puis qui veulent monter leur salaire, leur comparatif, c'est Martin Brodeur. Tu peux pas faire plus que Martin Brodeur. Fait que tout le monde en dessous, ça a comme fait une espèce de cap que ça a dû fucker une coupe de contrat, je veux pas. Excuse le langage, mais c'est un podcast, on s'en fout ici. Ouais. Mais ouais, fait que je pense que c'était dans cette optique-là aussi que Gilles il était pas très d'accord. Est-ce que, parce que en plus je me demandais, tu dis j'en ai pour 4-5 ans, puis la carrière de joueur finie, mais après ça la vie commence, c'est le reste de ta vie qui commence. Puis
Est-ce que agent puis travailler avec Éric, c'est quelque chose que tu te dis, je savais pas, peut-être que tu savais pas quoi faire avant, mais là, tu te dis, j'aimerais peut-être rester dans le hockey puis dans ce domaine-là? Ouais, je pense j'ai trouvé ça cool l'expérience de rencontrer des jeunes avec leurs parents, puis d'expliquer un peu ça serait quoi l'encadrement, puis d'entendre les jeunes aussi je pense il y avait 14 ans, je pense. Fait que, de me voir à cet âge-là, comment ça se déroule, puis des entendre leurs réponses avec les questions, puis c'est quand même cool de voir ça. Puis j'ai aimé ça. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que j'ai pas appris encore, que éventuellement ça va venir, là, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais aimer. Puis Éric, c'est copie conforme de son père, fait que c'est naturel d'être avec lui. Puis c'est un autre super de bon gars, fait que ça rend ça attrayant de travailler avec un gars comme ça, là. Mais c'est sûr que j'avais en tête de rester dans le domaine du hockey. Je savais juste pas dans quoi. Plus que je vieillis, plus que je suis écœuré de faire des rides d'autobus. Fait que ça, c'est sûr que le coaching, ça vient avec des rides d'autobus. Fait que, je pense que ça vient combler la demande, ben pas la demande, mais l'intérêt de rester dans le domaine avec ce genre de job-là, je pense. T'as-tu des enfants, ce stade-ci? Non, je suis seul, pas d'enfant. Tout est encore possible. Ouais. Voilà. A world of possibilities. Éric, merci de ton temps. Ça a été un réel plaisir. Merci à toi. Ça a été un réel plaisir de te jaser. Si jamais, après le hockey, tu sais pas quoi faire, peut-être que tu pourrais faire occupation double. Peut-être qu'on aurait une plug pour... Avec Jay. Si jamais tu veux à la fois commencer ton après-carrière, te trouver une blonde. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Faire un blitz. Faire un blitz. Puis après ça, devenir influenceur et faire des stories de Beach Day Everyday. Éric, merci énormément. Je peux te dire officiellement que tu es un vrai monsieur. Ouais, merci beaucoup. Yes. Take care, man. Salut. Salut. Merci beaucoup à Éric Gélina de son temps. Ça a été extrêmement agréable. On lui souhaite la meilleure des chances dans le reste de sa carrière. Sinon, je vous dis merci encore d'être des nôtres à chaque semaine pour Dress le Tape. Envoyez-moi des commentaires, des trucs. Plus que quelques épisodes avant Noël. Je vous souhaite une magnifique semaine. Allez, à bientôt et bye-bye now.